Bienvenue dans Inspiration créative. Je suis Kylian Talin. Je suis Valentin Decker. Et pendant une saison de 10 épisodes, nous partons à la rencontre des créateurs qui nous fascinent. Auteurs, réalisateurs, youtubeurs, metteurs en scène, humoristes et bien plus. Peu importe leur discipline, notre objectif est simple, comprendre leur processus créatif, leurs inspirations, leur mode de fonctionnement, mais aussi leurs doutes et leurs questions. Pour ce premier épisode, nous sommes très heureux d'accueillir Julien Josselin. Julien est principalement connu pour sa chaîne YouTube, que vous avez peut-être déjà vue, et ses 60 millions de vues. Il a fait partie des Suricates, de Golden Moustache, et a lancé plus récemment des formats comme Jam. Mais ce n'est pas tout, Julien touche à beaucoup de choses différentes. Il est auteur, scénariste, réalisateur. Il a publié une BD qui s'appelle Truth Boy, il a monté un groupe de rock et a même sorti un film, Les Dissociés, en avant-première au cinéma. Aujourd'hui, il anime une émission tous les lundis soirs sur Twitch qui s'appelle Askip et prépare une série pour l'année prochaine. Avant de passer à l'interview, on aimerait remercier Shine qui rend cet épisode possible. Shine, c'est le compte pro des indépendants. Shine, c'est très simple. Il propose 3 choses. La première, c'est un compte pro 100% en ligne avec une appli hyper intuitive et une carte bancaire dédiée. La deuxième, c'est un copilote administratif pour toutes les questions que vous pouvez vous poser et on sait qu'elles peuvent être nombreuses. Et la troisième, ce sont plusieurs assurances inédites pour vous protéger de tous les pépins qui peuvent vous arriver. Ils proposent leur service à partir de 3,90€ par mois, tout compris. Et pour tous les auditeurs d'inspiration créative, Shine offre 2 mois gratuits pour démarrer. Alors, si vous voulez tester ce qu'ils proposent, vous pouvez aller sur shine.fr/inspiration créative en un mot et au singulier. Bonne écoute. Bonne écoute. Salut Julien. Salut, comment ça va ? Salut, bienvenue. Bienvenue sur Inspiration créative. On est super content de t'avoir parmi nous. Je voudrais un peu me replonger avec toi dans le premier moment où tu as décidé de publier une vidéo sur YouTube au tout début. Ça date, c'était en 2011, un truc comme ça. C'était sur Dailymotion. Ok, Dailymotion. Si vraiment, en tout cas YouTube, ça arrivait après. Ouais. Avant, c'était Dailymotion et ça devait être, c'est même plus vieux que ça, je pense. Attends, c'est grave plus vieux que ça. C'est genre 2005, 2006. 2005. C'est vraiment la naissance. Okay. Je crois la première année de Dailymotion, ça va être 2005, je crois. Ouais. Et c'est vraiment à ce moment-là. Je sais pas, je crois pas qu'elles sont encore disponibles cette vidéo. Ouais. Comment tu te sentais toi à l'époque, ton état d'esprit? Est-ce que c'était un peu pour le plaisir? Est-ce que c'était un truc où tu te disais génial, je publie une vidéo, t'avais prévu d'en faire d'autres, tu commençais, c'était quoi? Moi j'avais déjà fait des vidéos, je fais des vidéos et même du film avec mon père depuis que je suis tout gamin, parce que mon père est un passionné de matériel, donc des fois il testait des caméras, il me filmait et tout, voilà. Donc j'en faisais déjà et il m'avait prêté plus ses caméras VHS, puis ensuite DV. Donc j'avais déjà tourné plein de trucs dans ma chambre avec des copains avant l'arrivée de Dailymotion et YouTube. Et quand Dailymotion est arrivé, c'était l'occasion pour moi et mes potes de publier du coup ce truc-là, pour du coup que ça soit visible, mais pour mes potes en fait, quoi, pour les potes et pour les gens du collège du coup à l'époque, pour pouvoir envoyer un lien. Et c'était plus facile que essayer de filer un CD ou c'était relou quoi, tu vois, même les CD ça coûtait cher à l'époque. Donc, Quand tu le publies, tu te dis pas je le publie au monde et c'est juste pour tes potes et ça restera un peu intime quoi. Ouais, il y avait pas du tout cette dimension de publier comme maintenant. Quand tu publies sur YouTube, tu sais que ça va être vu dans le monde entier et tout. Dailymotion déjà, fallait connaître le site, personne connaissait. Moi je me souviens avoir cherché en fait, genre comment on met des vidéos sur internet. Au début c'était pas trop possible, fallait Rutube, non ça peut être des trucs russes ouais non mais moi il y avait surtout aussi Gaël Bektouk pourrait t'en parler aussi. Lui il a fait le premier buzz sur un site comme ça privé quoi, où tu mettais sur ton serveur la vidéo, tu la faisais télécharger, des fois elle tournait par mail et tout, enfin ça c'était c'est génial, l'ancêtre tu vois encore de Dailymotion, YouTube, ça et tout. Et ouais, moi j'ai découvert Dailymotion qui était en plus un petit site français et tout, qui était assez beau pour l'époque en plus et tout, et qui proposait du coup de lire directement la vidéo sur internet, ce qui était fou tu vois, parce que t'avais pas besoin de la télécharger, donc il fallait quand même avoir une connexion qui suivait ou faire pause et attendre qu'elle soit chargée quoi, tu vois. Mais ouais, c'était trop cool et beaucoup plus pratique pour envoyer et montrer aux gens facilement ce qu'on faisait quoi. Et il y avait MSN à l'époque et tout, donc c'était cool tu vois. Moi je me souviens mettre les liens de mes vidéos YouTube dans MSN tu vois, pour que les gens les voient, les gens avec qui j'étais ami sur MSN puissent les voir. C'était plus un moyen de le partager aux gens de ton collège et à tes potes pour dire regardez on a fait une connerie ce week-end, c'était rigolo et voilà. Et après coup il y a eu un espèce de second temps où pour moi c'était devenu une plateforme entre vidéastes en fait. Ça c'était intéressant aussi parce que du coup elle a commencé à marcher un peu la plateforme, mais évidemment les premiers intéressés c'était les gens qui venaient poster des vidéos, donc souvent des créatifs. Et du coup il y avait un peu une première phase de Dailymotion qui était super cool, où du coup il y avait quasiment que des vidéastes qui regardaient ce que faisaient les autres vidéastes, qui se commentaient, et il y a déjà des rencontres qui se sont créées à ce moment-là en fait entre vidéastes. Et c'est qu'après encore dans un troisième temps où il y a des gens qui sont venus juste consommer en fait des vidéos tu vois. Ils se sont dit tiens il y a des trucs sympas à voir, et après c'était parti quoi. Mais au début il y avait un espèce de
de petits temps comme ça bizarres où ça avait un côté forum vidéo de vidéastes qui se donnaient des conseils. Ah, pas mal ce plan, tu vois, genre un truc quoi, c'était assez marrant. Ouais. Tu te rappelles un peu de gens que tu as connus à ce moment-là, par exemple, dans cette période pré-expansion de YouTube ou Dailymotion? Ouais, il y en a qui sont encore là. Hein. Moi, je me souvian de Chris de Minute Papillon, je sais pas si tu connais, qui à l'époque s'appelait Langue de Pub. J'ai failli l'imiter. Et qui faisait plein de fausses pubs et tout. Et il était sur Dailymotion à l'époque. Je me souviens des gars en t-shirt. Les gars en t-shirt qui étaient composés en partie par Aurélien Prévost, qui est maintenant dans Gueule et Moustache et dans Multiprise, tout ça et tout. Et j'ai bugué d'ailleurs quand j'ai parlé avec lui, il m'a dit ah mais moi je faisais partie des gars en t-shirt. Je faisais quoi? Tu faisais partie des gars en t-shirt? D'ailleurs je lui ai envoyé une photo il y a pas longtemps, j'ai retrouvé dans mes vieux disques durs, j'avais téléchargé la vidéo parce que c'était chiant de à chaque fois la recharger et j'avais trouvé un petit plugin qui te permettait de, une fois que tu l'avais chargé, la récupérer sur ton ordinateur et du coup je pouvais la remater quand je voulais sans utiliser mes datas, en gros internet de l'époque, tu sais t'avais un nombre d'heures et tout par mois, enfin je suis vraiment un dinosaure d'internet mais... On a connu ça aussi. Ah ouais non mais du coup j'avais le point FLV, tu vois la version flash mais qui lisait la vidéo et tout et donc des gars en t-shirt quoi. Et donc quand il m'a dit mais moi je faisais partie des gars en t-shirt, ça m'a rendu fou quand il m'avait annoncé ça. Et donc ouais les gars en t-shirt, Ludovic et Ludoc aussi étaient là depuis très longtemps. Rémi Gaillard est arrivé assez vite aussi. Bien sûr, Rémi Gaillard encore en avance aussi. Ouais, il faisait partie des premiers aussi. Ouais. Mais en fait, ce qui était bizarre, en fait, c'est que Rémi Gaillard, c'est je pense celui qui a le plus tourné au début parce qu'il avait fait plusieurs buzz d'affilée. Il n'y en avait pas beaucoup en France qui faisaient ça parce qu'en fait, le système d'abonnement n'existait pas. En fait, les gens l'oublient souvent, mais en fait, le système d'abonnement est arrivé vraiment plus longtemps, enfin longtemps après. Et c'est YouTube qui l'a imposé. Et c'est ça, c'est d'ailleurs un des ingrédients qu'ils ont amené qui fait qu'il y a beaucoup de créateurs qui sont partis après sur YouTube parce que enfin, tu pouvais essayer de fidéliser les gens qui avaient bien aimé une première vidéo, ils s'abonnaient à toi et tu avais plus de chances que du coup ta deuxième vidéo elle soit plus vue par ces mêmes personnes. Alors que sinon tu repartais from scratch à chaque fois quoi, c'était vraiment d'un nouveau départ, genre bon bah cool j'en ai fait un truc qui a un peu tourné, maintenant faut retrouver une bonne idée quoi, et donc c'était fatigant un peu quoi. C'est clair. Et ce que tu dis ça m'inspire un truc, c'est quand tu commences à créer, il y a une phase où t'es un peu mauvais dans ce que tu fais, ou même t'es même carrément mauvais et... Ça s'arrête jamais hein, mais... Ouais mais il y a des phases à plus que d'autres, mais quand tu démarres t'es particulièrement nul. Ouais t'es inexpérimenté c'est sûr. C'est ça. Ouais. Et ça prend du temps pour devenir bon. Et aujourd'hui, ça dépend. Il y a quand même des génies. Moi, il y a des gens qui sont tout de suite quand même pertinents, moi je trouve quoi. Mais tu penses? Mais c'est vraiment des exceptions. Il faut pas les prendre comme un modèle quoi. Ouais. Mais est-ce que c'est pas parce que avant qu'ils ont sorti un truc qu'ils ont pas fait pendant 10 ans, un peu comme toi avec ton père ou ouais, ou alors ils ont plein de vidéos. C'est sûr, ouais, ils ont pas un an hein, quand ils font des vidéos, donc c'est sûr qu'ils ont un petit passif forcément qui doit les aider. Mais il y a quand même, je trouve, des gens qui sont fascinants, qui prennent des raccourcis quoi, et ça me fascinera toujours quoi. Il y a vraiment des gens qui débarquent, qui sont quasiment tout de suite pertinents quoi. Enfin. Et il y en a qui bossent pour arriver à ce niveau-là, quoi. Mais ces gens sont vraiment des exceptions et ils ont un feeling, un truc. Ouais. Mais du coup, toi, ce que je trouve qui est intéressant, c'est que tu as pu créer et expérimenter et être, entre guillemets, mauvais pendant longtemps sans que personne ne le voit en fait. Insulter l'invité. Oui, pas du tout, mais. Non, mais il faut, ouais, c'est marrant, j'en parlais il y a pas longtemps avec un pote, mais effectivement, j'ai beaucoup de respect pour la génération actuelle qui arrive et qui a déjà YouTube en fait. Et parce que moi je sais que si quand je faisais mes toutes premières vidéos, il y avait déjà eu YouTube, Dailymotion ou quoi, j'aurais peut-être été tenté de les poster. Et je sais pas si ça aurait été une bonne chose. Enfin, j'en sais rien. En tout cas, ça aurait peut-être été plus dur parce que YouTube, en plus, tu peux te faire bâcher. C'est hyper violent. C'est un peu dur quoi. Donc moi je conseillerais plutôt d'ailleurs aux jeunes qui débutent de plutôt le montrer d'abord à leur famille, aux potes et tout. Et ensuite, s'ils ont des bons retours, mais qui sentent que c'est sincère, parce que forcément quand c'est la famille, tout a toujours des bons retours. Que peut-être tenter voilà de la publier ou alors en refaire une autre si toi t'es pas totalement satisfait. Peut-être pas tout de suite s'exposer à YouTube ou alors être bien préparé psychologiquement parce qu'en effet ça peut être très dur si tu fais un truc qui plaît pas aux gens et ouais YouTube ça peut être très très positif comme très dur aussi quoi. Et donc moi je suis très content de justement que mes toutes premières vidéos soient pas sur internet parce que c'était des trucs qui après bon à l'époque en fait ça aurait pas fait, enfin même mes toutes premières vidéos que j'ai postées elles étaient tout aussi nulles mais vu qu'il y avait pas des grosses audiences c'est pareil j'étais pas non plus trop exposé et puis il y avait toujours des gens pour trouver ça sympa ou et puis sinon je dis fermer la fenêtre et puis il y avait vite fait c'est nul qui traînait mais enfin il y avait rien de bien méchant à l'époque quoi. Je pense que ça peut pour certaines personnes se faire bâcher très tôt sur un réseau comme ça peut vraiment te détruire ou t'empêcher de te dire je vais continuer à créer. On a tous des exemples en tête. Je me rappelle quand on était jeunes au tout début, les premières vidéos sur YouTube, des Amandine U38 ou des trucs comme ça qui recevaient énormément de commentaires haineux, complètement gratuits quoi. Et après, je sais pas, je dis pas qu'elle serait devenue ultra forte en rap après, mais je sais que ça peut vraiment te calmer quoi. Même après, ça devient du harcèlement et tout. Il y a des cas qui sont très graves, hein, mais oui. Après, j'ai l'impression que quand même, on en parle beaucoup de ça et que du coup, les gens sont à peu près préparés et conscients de ça.
Après, c'est aux parents aussi, après, dans l'éducation, de faire ce travail-là, hein, de prévenir leurs enfants et de les protéger aussi de ça. Mais j'ai quand même l'impression que voilà, si tu traînes un minimum sur internet, tu vois bien que justement, tu vois, même nous, on avait vu, tu vois, ces Amandine du 38, ces personnes qui étaient tombées aussi, entre guillemets, tombées au champ de bataille et qui, du coup, donnaient des exemples quand même. Je dis, faut faire attention à ça, quoi. Mais oui, donc c'est sûr qu'il faut faire attention. Après, faut pas non plus que ça écœure les gens et que ça les empêche de créer. Après, en même temps, maintenant, on est tellement dans une phase où il y a tellement de contenu que c'est tellement noyé que bon, à moins de faire un truc. Enfin, il y a quand même 80% de chance, je pense, pour que tu fasses un truc qui est mou et qui est juste pas vu et qui sera vu par très peu de personnes qui diront c'est moyen ou qui se barreront pareil. Enfin, c'est quand même aussi des cas très à part. C'est quasiment aussi rare de faire un buzz que de faire un bad buzz, quoi. Enfin, c'est vraiment des cas isolés. Et tu vois, moi, à mon échelle, là, moi, j'écris un peu sur internet, donc j'ai un blog et j'ai commencé il y a 3-4 ans. Et je me souviens, le premier article que j'ai publié, j'étais terrifié. Je me suis dit, mais tout le monde va le lire. Mes amis Facebook vont se moquer de moi, je vais arriver à l'école le lendemain et tout le monde va foutre de ma gueule. Et en fait, ça m'a pas réalisé, quoi. Ouais. Alors, j'étais assez déter, je pense, pour me dire, ok, c'est pas grave, je publie quand même et on verra. Mais il faut quand même être prêt à se dire, c'est public là et ça peut. Ouais, c'est ça, ça fait peur un peu. C'est sûr que nous, on avait moins cette barrière-là à l'époque parce que. On savait qu'il y avait peu de gens qui regardaient et puis la communauté était plus bienveillante. Enfin, comme je parlais tout à l'heure de Dailymotion qui était un peu entre vidéastes, on était plutôt positifs les uns avec les autres, quoi. Ouais. Donc ouais. Après peut-être que YouTube est pas la meilleure plateforme aussi pour tester, tu vois. Peut-être que des réseaux plus privés, tu vois, où il y a un peu que toi et tes potes, j'en sais rien, sur Facebook, ou Snap. Voilà, Snap, faut aller chercher le pseudo, tu vois. Donc en effet, Snapchat par exemple, tu peux commencer à faire des vannes qu'à tes potes, donc c'est moins engageant, c'est moins, tu vois, worldwide, quoi, tu vois. Donc, mais ouais, il y a peut-être des étapes maintenant à se créer. Après, c'est chacun aussi qui voit. Il y a des gens qui ont la confiance tout de suite et qui y vont. Mais oui, c'est sûr que c'est un peu effrayant, quoi. Ouais, je trouve que tu as fait un beau parallèle un peu entre certaines personnes talentueuses de manière innée tout à l'heure et des personnes qui bossent énormément pour en arriver. Ouais. En remontant un peu, on faisait nos recherches avec Valentin ce week-end et on est remonté un moment sur un des articles de ton blog, que d'ailleurs je crois que tu as arrêté. Ouais, non, là c'est terminé. C'est compliqué de tout faire en même temps. Où tu dis, je crois que c'est 1 an après que tu l'as commencé, tu dis j'ai monté ce blog pour me forcer à créer et à poster des choses régulièrement. Ouais. Comme si c'était pour toi un moyen de te dire je sais qu'en publiant des choses, en créant de manière régulière, toutes les semaines, tous les jours, tous les mois, je vais arriver à progresser petit à petit, éventuellement me faire repérer et commencer à me connaître. C'était une phase où moi j'avais beaucoup bossé en groupe et je m'étais retrouvé un peu seul à la fac avec juste un pote de ce grand groupe avec qui on faisait des vidéos avant et j'étais un peu frustré, je me disais j'aimerais bien continuer de faire des trucs, quoi. Et du coup j'avais créé mon site moi perso et je me souviens à payer le nom de domaine et tout machin et du coup dépenser un peu d'argent et me dire bon bah voilà, c'est un investissement, maintenant faut faire un truc derrière. Et le fait de créer ce site, d'essayer de mettre une bannière, un truc, c'était tout con, hein, c'était un WordPress tout simple, mais c'était la symbolique un peu de me dire bon bah maintenant voilà, je sais pas trop ce qu'il y aura, mais ce blog là c'est là-dessus qu'il y aura ce que je fais, donc je suis du genre à bien aimer finir ce que j'entreprends, donc je voulais pas juste mettre un article de ça y est c'est parti puis plus rien derrière, tu vois. Donc je savais que de créer un truc, le relayer aux gens, ça fout un petit coup de pression, je sais qu'il y a beaucoup d'auteurs qui fonctionnent comme ça, beaucoup de pression, beaucoup d'annonces pour se dire bon bah maintenant j'ai plus le choix, je l'ai dit, j'en parlais avec Arthur Laloux il y a pas longtemps qui est un réalisateur aussi, qui me disait que lui il fonctionnait beaucoup comme ça, quoi. Il fait un effet d'annonce et après il fait bon bah voilà mon gars t'es obligé maintenant, tu vois, parce qu'il a trop de fierté pour se dire merde je vais pas le faire, tu vois. Tu t'engages publiquement ça te force, c'est une sorte de deadline un peu où tu te dis bon bah maintenant c'est public, faut assumer, quoi. Bah tu sais en fait c'est le plus dur sinon quand tu travailles pour toi-même, si t'as pas de patron, quand t'as un patron qui te demande, pour moi c'était la période la plus facile de ma vie, tu vois, quand j'ai bossé pour Golden Moustache et qui disait vous avez tant de vidéos à faire, on fait ah voilà bah on va devoir les faire, tu vois. Du coup là t'as un patron qui te demande des trucs mais sinon si c'est que toi tout seul et que t'as aucune obligation de le faire et que t'es étudiant, que t'es chez tes parents, que t'as pas besoin de ça pour vivre ou j'en sais rien, enfin s'il n'y a pas de nécessité en fait c'est le meilleur moyen de rien faire, quoi. Et par rapport à ça, toi qu'est-ce que t'as mis en place pour te forcer à faire des choses? Du coup il y avait la création de ce blog là, après il y avait aussi globalement une envie de continuer à faire des vidéos parce que ça me manquait parce que j'en faisais depuis des années maintenant avec mes potes. Là il y avait moins de potes donc je devais apprendre à faire un peu seul, quoi. C'était ça la grosse difficulté et sinon je me suis
Après, j'ai eu la chance que la première vidéo solo a beaucoup mieux marché que tout ce qu'on avait fait jusqu'ici en groupe, tu vois. Donc du coup, ça m'a mis un peu d'essence, tu vois, dans le moteur, quoi. Donc ça m'a donné envie d'en faire d'autres et de continuer, d'exploiter ce truc-là. Et il y avait beaucoup de retours positifs, beaucoup plus de commentaires qu'on n'avait jamais eu. Donc forcément, c'est motivant un peu. Donc du coup, dans ces moments-là, ça te donne de l'énergie, quoi. Parce qu'il y a beaucoup d'auteurs qui, pour avancer, ils se disent moi j'écris 1000 mots par jour, quoi qu'il arrive. Que ce soit bon ou pas. Est-ce que toi, c'est une rigueur que tu as aussi adoptée à un moment de ta vie ou... Non, j'aimerais bien, mais je trouve ça hyper cool les gens qui font ça. Mais je connais tout ce truc de genre, c'est Stephen King qui disait écrivait 15 minutes par jour. Lui, il fait 2000 mots par jour. Ouais. 2000 mots par jour, ouais. Et, non, je trouve ça hyper classe et hyper bien. Je sais que Raphaël Descraques faisait ça à un moment donné, je sais pas s'il le fait toujours. Mais ça me donnait vachement envie quand il m'en parlait. Il me disait ouais, j'écris et il savait pas où il allait à chaque fois. Il se mettait juste devant, il écrivait le début d'un scénario et vraiment, j'espère qu'il m'en voudra pas de dire ça, mais il écrivait vraiment genre intérieur fesses, un mec est dans des fesses. Enfin tu vois, genre il écrivait vraiment des stupidités, mais pour essayer de s'amuser lui en fait. Tu vois, une espèce de cours de récré. Je trouvais ça hyper cool, ça me donnait vachement envie. Et je me suis dit qu'un jour il faudrait que je teste ça, de juste y aller comme ça. Et il me disait que donc les 3/4 il les jetait à la poubelle, mais des fois dans le lot en plus il y a un petit truc, tiens ça je vais le mettre de côté. C'est une idée qui finalement comme si tu brainstormais pendant 2000 mots, quoi, tu vois. Et du coup il y a des fois un petit truc qui sort, une petite pépite, tu fais ah ça c'est peut-être pas si con que le reste, et il y a peut-être une bonne idée qui est sortie de ça. Et puis surtout ça t'entraîne même ne serait-ce qu'à présenter ton scénario, à avoir une rapidité, à te trouver tout de suite comment tourner la phrase. C'est des détails, mais du coup c'est comme quand tu fais du vélo tous les jours. Après tu as moins de mal à faire du vélo après, quoi. C'est plein de gens qui disent que voilà, c'est un muscle l'écriture et tout, mais il y a un peu de ça aussi, quoi. C'est pas que ça. Moi je pense que tu peux te passer de ça, parce qu'il y a des gens qui écrivent que quand faut écrire et qui sont très bons quand faut le faire et qui sont très exigeants. Et voilà, moi je fais plus partie de ceux-là. C'est tout mon travail d'ailleurs un petit peu en ce moment, c'est de me détendre et de pas sacraliser l'écriture. Parce que c'est un truc qui est trop sacré chez moi, qui est trop important justement, et tu vois que je veux pas faire pour écrire n'importe quoi comme ça, alors qu'en fait on s'en fout, quoi. C'est pas grave en fait. En plus il y a potentiellement personne d'autre qui va le lire en fait, donc tu peux le jeter à la poubelle et il y aura pas de honte à, tu vois, t'as écrit un truc qui est nul à chier mais personne va le lire, donc c'est pas grave. C'est juste un entraînement, quoi. Mais moi c'est le travail que je fais un peu en ce moment. Je trouve ça super intéressant. Quand tu as une idée créative, quelle qu'elle soit, hein, peu importe le domaine, pas forcément, ça peut être vidéo ou autre, c'est quoi un peu tes étapes dans ton processus créatif? Comment tu passes de l'idée à la fin au produit final, entre guillemets? Attends, j'ouvre cette... Fais-toi plaisir, on est là, on peut boire. Si tu veux, il y a un petit gobelet. Les gens seront ravis d'entendre les gobelets. Un peu d'ASMR, c'est cadeau. Le processus, alors après j'ai pas établi, je suis un mec un peu spontané, donc je suis pas du genre à établir tu vois, genre une méthodologie très précise. Et d'ailleurs c'est un truc qui manque vraiment, je trouve, dans notre métier, c'est que j'ai réalisé ces dernières années, moi, que au-delà d'apprendre ton métier, tu devais construire tes outils. c'est hyper dur en fait. C'est que c'est vraiment c'est comme si le maçon on disait bon bah va falloir que tu apprennes à faire un mur. Par contre faut que tu construises tes outils, quoi, pour faire ce mur, quoi. Et ta truelle, et voilà, il y a même pas de, tu vois, il y a lui il bosse avec une truelle, mais l'autre là-bas il bosse avec une pelle. Enfin chacun fait un peu comme il veut. Toi tu fais comme tu veux aussi, quoi. Parce qu'il n'y a pas de bonne méthode, tu vois. Construire un mur, il y a une méthodologie qui est précise. Et il y a peut-être vite fait 2 variantes possibles, mais c'est tout, quoi. On va t'apprendre comment construire le mur, quoi. Et alors que là, du coup, faut que tu apprennes à comment faire un bon scénario, et dans la foulée, comment faire pour te mettre toi en condition pour écrire, tu vois. Et du coup, c'est super dur. Et il y a pas vraiment, il y a plein de bouquins, je trouve, sur comment écrire un bon script, quoi mettre dedans pour que ça fonctionne, etc. J'en ai lu plein, mais il n'y a pas très peu de bouquins sur comment se mettre en bonne condition pour être créatif, en fait, en fonction de ta personnalité, parce qu'en fait il y a tellement de personnalités différentes qu'il y a des gens qui vont être peut-être plus comme moi dans la spontanéité, qui vont avoir besoin d'y aller un peu d'un coup et tout. Il y a des gens qui vont avoir besoin de tout planifier pendant des mois, de faire des tableaux et tout avant d'être sûr de pouvoir y aller. Enfin, donc du coup ça dépend vraiment de l'individu, et du coup tu fais un peu comme tu peux, t'écoutes des interviews de gens, t'essaies de savoir, potentiellement t'écoutes ce truc là qu'on est en train de faire, et de voir comment, pour essayer de comprendre comment les gens pensent, et essayer de trouver un cerveau qui est à peu près proche du tien pour dire tiens celui-ci il fonctionne un peu comme le mien, quoi. Mais moi je sais par exemple que je me suis basé sur un modèle qui était trop différent du mien, tu vois. Moi j'étais fan, je suis toujours fan d'Alexandre Astier, mais c'est un mec qui fait tout seul, et qui dans ses interviews disait toujours moi je trouve ça hyper important de faire tout seul, etc. et tout. Et je réalise là très tardivement qu'en fait moi je suis un mec qui adore bosser en groupe, et qui
Et en fait, quand je suis tout seul, j'aime moins mon métier, quoi. C'est pas comme ça que je l'aime, en fait, quoi. Je l'aime quand je suis à plusieurs, quand on brainstorm, quand on rigole, quand on crée à plusieurs, parce que je suis aussi quelqu'un de vraiment meilleur, je pense, et vraiment, je suis un bon co-auteur de groupe. Je suis très mauvais co-auteur de moi-même, quoi. Quand je suis avec moi-même, je suis très désagréable, très dur avec moi-même, alors que dès qu'il y a quelqu'un d'autre, je vais être une personne totalement différente, parce que j'aurais envie qu'on fasse tous les deux un truc cool, donc voilà, donc je réalise tardivement qu'en fait je m'étais fixé ce modèle-là, enfin en tout cas ça faisait partie des modèles que j'avais en tête. Je me disais j'aimerais bien être comme lui, et donc faut que je fasse comme lui, et j'ai mis des années à comprendre qu'en fait ça c'était pas ma personnalité du tout, ça marche pour lui, ça marche pas pour moi, quoi. Et du coup, pour revenir à ta question sur la méthodologie, du coup j'en ai pas vraiment. C'est quand même en général une idée qui me vient, mais de plus en plus c'est des pitchs qui me viennent puisque maintenant je travaille sur des histoires plus longues, donc des films ou des séries. Et j'aime bien trouver le pitch, quoi, le personnage. Moi, je pars souvent du personnage. Je sais qu'il y a des gens qui partent de l'univers. Des fois, c'est souvent les gens qui écrivent de la SF ou des trucs, etc., qui des fois pensent à un univers et qui après essaient de trouver une histoire dans cet univers-là. Moi, j'ai plus souvent un personnage et une situation qui va avec lui. Genre, tiens, imagine quelqu'un se retrouverait dans cette situation-là et dans quoi ça pourrait l'embarquer, quoi. Et du coup, c'est plutôt ça que je cherche maintenant au quotidien. C'est une situation, un décalage qui peut emmener quelqu'un dans une aventure, en fait, quoi, tu vois. Ça me fait penser à un truc. Tout à l'heure, tu disais que toi, ton cerveau, il avait une manière de fonctionner qui est hyper liée au fait d'être avec des autres, par exemple. Est-ce que ça te restreint dans les projets que tu choisis ? Est-ce que tu vas avoir plus de facilité à créer des projets en groupe que tout seul ? Ou par exemple, quand j'ai vu que tu travaillais sur un projet de BD pour l'année prochaine, là, donc vous êtes peut-être 2, donc c'est un petit groupe. Est-ce que tu arrives quand même à avoir cette inspiration en étant un petit groupe, ou tu choisis tes projets Ouais, moi ça va. Moi, en fait, c'est à partir de 2, c'est bon. Okay. C'est à partir de 2, il y a cette dynamique de je veux plaire à l'autre, je veux qu'il soit content de ce qu'on a fait. Et puis après, je travaille toujours avec des gens aussi dont j'admire le travail et que j'aime bien, et donc j'aime bien le cerveau. Donc du coup, j'ai pas envie de les décevoir, j'ai envie qu'on fasse un truc bien. Je crois en eux. Donc du coup, ça me donne une confiance de groupe que j'ai moins si je suis tout seul, tu vois. C'est que si je suis tout seul, je vais avoir du mal à croire en mes idées, alors que si je donne la même idée à quelqu'un et qui fait ah ouais cool, et qui rebondit et qui la change même peut-être à peine, et qu'il y aura aucune différence quasiment, mais je vais quand même me dire c'est une bonne idée parce qu'il l'a validé et je fais confiance à l'autre, et du coup ça m'aide vachement à créer, quoi. Mais après je m'interdis pas du tout de bosser tout seul, et là j'ai une autre BD d'ailleurs que je développe, que pour l'instant j'écris tout seul, on verra. Je me laisse toujours la possibilité de, si je me sens pas bien à un moment donné, faire débarquer un copain, ça sera sûrement Valentin qui est maintenant mon bro un peu d'écriture, au cas où, mais j'ai encore envie d'écrire des trucs tout seul parce que je sais que j'écrirai des trucs différents qui seront plus personnels, et qui voilà, enfin évidemment quand t'écris même à partir de 2, tu t'écris la somme, tu fais des compromis forcément, et enfin quand je dis compromis, c'est pas forcément négatif, c'est que tu fais la somme des 2 personnes et tu fais la série que les 2 personnes visualisent, ou les 3 ou 4 s'il y a plus de personnes. Donc du coup tu fais pas la même que si chaque personne individuellement l'avait réalisée indépendamment, quoi. Donc c'est sûr que des travaux aussi plus personnels, moi ça m'intéresse. Par contre je sais que jusqu'ici, quand c'était des longs processus, il y a toujours un moment donné où j'ai plus de mal, et où ça se fait un peu plus dans la douleur, mais j'ai envie de ça, j'ai envie de creuser ce côté-là, mais j'y vais un peu tranquillement parce que j'arrive vite dans des moments où je me dis mais en fait j'aime plus mon taf quand je fais ça tout seul, quoi. Donc j'ai besoin régulièrement de refaire ça avec des gens, et je me dis putain c'est cool quand on est entre potes. C'est super important. Ouais, mais en tout cas pour moi c'est important. Et à partir du moment où l'idée donc tu l'as avec éventuellement ton pote, ton partenaire, et que tu l'as validée, comment est-ce que tu bosses pour l'exécuter et la mettre en œuvre ? J'ai vu dans une des vidéos que tu disais que tu bossais la nuit avec des radis. J'ai retenu ça m'a fait rire, mais il y avait, est-ce que t'as des petits rituels ou des trucs comme ça? Je mange un peu moins de radis, mais il y avait toute une période où c'était, vu qu'on m'avait dit c'est un truc, il y a quasiment pas de calories dedans, tu peux en bouffer autant que tu veux, et j'avais un peu ce réflexe de prendre des radis quand j'écrivais, mais ça c'est pas mal quand j'écrivais seul, justement. C'est que j'ai besoin je suis assez vite stressé quand j'écris seul, je me bouffe les ongles et tout, donc bouffer des radis ça me permet de moins bouffer mes ongles, et de boire un thé ou quoi, de faire un truc, ça me permet de faire autre chose, parce qu'en fait quand on dit écrire, mais en fait c'est beaucoup réfléchir, quoi. C'est beaucoup être là, vite fait, aller sur des sites. Moi je vais sur Google Images à fond, j'aime bien aller sur Google Images. Quand j'ai une idée, quand je pense à un lieu ou à un type de perso ou quoi, je tape le truc dans Google Images et du coup ça me sort plein de références visuelles, et du coup ça va m'inspirer, ça va peut-être, des fois je vais voir un objet dans une des images, je vais faire ah putain ouais ce truc là, ou même une époque, tu vois, les années 80, tu vas taper juste années 80, ou tu veux voir des objets des années 80, ça va te remettre un peu dedans. Moi j'aime bien, ça me crée des images tout de suite dans le cerveau, c'est un outil que j'utilise souvent.
Mais oui, c'est plus quand j'écrivais tout seul, les radis, tout ça. Quand j'écris à plusieurs, moi je suis très friand de brainstorming, quoi. Enfin, c'est beaucoup ça en fait. Enfin, il y a vraiment deux étapes quoi, tout le temps quoi, qui s'alternent, hein. Du coup c'est brainstorming, enfin quand on dit brainstorming c'est un terme pompeux pour dire rigoler entre copains quoi, enfin c'est vraiment ça, hein, mais c'est juste enfin des copains dont c'est le métier aussi, hein, qui sont auteurs et scénaristes, mais c'est avec grand max un paperboard ou alors quelqu'un qui prend des notes sur un MacBook, et puis en général personne ne veut le faire ça, mais il y a toujours quelqu'un qui est choisi en mode toi tu vas prendre des notes, et ou alors tu rigoles bien pendant ça, c'est très drôle, des fois tu passes 45 minutes à faire ah ouais c'est génial, après il va falloir le noter quand même, ça va falloir le noter, et du coup après t'as 15 minutes hyper studieuses où il faut essayer de plus avoir d'idées parce qu'il faut déjà noter toutes les idées que tu viens d'avoir, et mais ouais je fonctionne plutôt à ça, ouais, du gros brainstorming, on rigole, on a plein d'idées, on se laisse la possibilité de partir dans tous les sens, d'exploser même, tu vois. Enfin, tu vois, si j'ai une idée d'un pitch, je vais la pitcher à Valentin ou à d'autres potes co-auteurs, et on se dit vas-y, qu'est-ce que ça pourrait donner, et on se donne le droit d'exploser ce pitch, de le retourner pour au final écrire une histoire qui n'a rien à voir, mais l'origine venait de là, l'idée principale venait de là, et peut-être qu'on a trouvé une meilleure idée derrière et qu'on va réécrire un autre pitch. D'ailleurs le pitch j'y reviens souvent, moi j'aime bien le pitch, donc vraiment une ligne quoi, une ligne ou deux qui décrit vraiment l'intrigue du film ou de la série, et souvent j'y reviens, je la modifie. La première version elle est un peu spontanée, et après à force de creuser le truc je me dis ah mais en fait la situation elle est encore plus forte si je la tourne comme ça dans la phrase, tu vois, des fois un mot dans le pitch peut changer quasiment tout ton film, parce que quand t'es obligé de réduire 1h30 à 2 lignes, le moindre mot peut avoir un impact, tu vois, avant que tu vois le truc, d'un coup il y a un ultimatum, tu vois, et donc ouais, souvent je reviens au pitch après pour le repeaufiner et tout, et du coup ouais j'alterne quoi, brainstorming, on avance, on trouve des idées, on rebrainstorm sur un autre sujet peut-être, sur tiens tel personnage, lui du coup comment il est-ce qu'il est vraiment essentiel, est-ce qu'on le supprime, qu'est-ce qu'on en fait, et ensuite on écrit, et après il arrive un moment où bon, le brainstorming il est plus nécessaire quand vraiment t'as toutes les cartes en main, bon voilà après il faut y aller, et là tu passes dans la partie vraiment écriture, ouais, où du coup tu dois écrire ton traitement ou ton script. Ouais. Et tu passes beaucoup de temps ensuite à, on va dire, la partie plus logistique, organiser les vidéos, mettre tout en place, enfin vidéo ou autre, hein, mais une fois que tu as fini d'écrire ton script par exemple, ouais, ou vraiment t'as une version un peu prête de ton projet à mettre en œuvre, ouais, ça te prend beaucoup de temps, ou est-ce que maintenant c'est des gens qui s'en occupent pour toi, rassembler tout le monde pour que ça puisse exister ensuite? Ouais, en effet quand j'étais vraiment indépendant à fond, enfin ça m'arrive encore de faire des petites vidéos par-ci par-là, full indépendant, où je fais tout seul, le montage et tout, oui du coup ça prend du temps de faire tous ces trucs là, et voilà, mais c'est vrai que maintenant moi je bosse plus sur des projets de longue haleine, ou en tout cas produits, donc quand je dis produit c'est du coup avec une boîte de production et donc des équipes, et donc du coup tu gagnes un temps monstre, et les gens en effet, ce qu'on appelle la pré-production, donc tout ce qui se passe avant le tournage et même la post-production, du coup maintenant moi je fais souvent plus le montage, c'est des gens qui s'en occupent. Alors après toi quand t'es réalisateur tu fais le suivi de tout ça, ou quand t'es directeur artistique ou même scénariste, hein, si t'as envie tu peux te permettre de faire le suivi et donc d'être là un peu à chaque étape, mais ça te prend pas autant d'énergie que si tu faisais tout toi-même, tu vois, quand t'es réalisateur tu vas au montage, assister au montage peut-être juste quelques jours à la fin, ou faire des retours par mail ou des trucs comme ça, mais c'est pas toi qui te tapes tout à faire, et donc pareil pour la mise en place du tournage, tout ça et tout, ouais, maintenant je bosse beaucoup en équipe, et ça me permet justement moi de m'alléger et de me libérer le cerveau là-dessus. C'est pour ça que je fais de moins en moins de montage, tout ça et tout, parce que ça me permet de garder ma concentration uniquement sur ce que je veux raconter. En fait, moi c'est ce qui me tient vraiment à cœur maintenant, c'est qu'est-ce qu'on raconte quoi, quelle est l'histoire, quels sont les personnages, et du coup de tout le temps avoir ça en tête, et de pas se prendre la tête avec genre il faut brancher tel câble sur des trucs techniques, le logiciel il a planté, enfin tu vois, c'est des trucs très cons, hein, mais du coup c'est plein de petits parasites qui fait que du coup d'un coup il faut que tu te concentres sur de la technique ou sur un autre truc qui fait que t'es plus sur ton histoire, et après il faut y revenir, et du coup il faut refaire l'effort de se replonger dedans. C'était quoi la problématique, alors que si toi t'es en dehors de tous ces trucs très techniques ou logistiques comme tu disais, d'organisation de tournage ou quoi, tu te concentres uniquement sur l'histoire en fait quoi, et du coup toutes les questions qu'on va te poser c'est en lien avec l'histoire. La costumière finalement elle a pas de chemise bleue, elle a que des vertes, est-ce que ça va si elle est verte, tu vois, et ça paraît très con, mais tu fais alors, du coup pour ce personnage là si la chemise est verte est-ce que c'est chiant ou pas, non on va tourner sur un fond vert, du coup faut surtout pas qu'elle soit verte, tu vois. Donc ce genre de petits trucs qui fait que du coup t'es pas perdu et tu restes dans ton histoire de ce que ça raconte, ou alors non surtout pas le vert parce que j'ai expliqué qu'il détestait le vert, enfin j'en sais rien, tu vois. Ouais, c'est super intéressant parce que tu arrives finalement à un moment où tu peux te concentrer sur l'essence un peu de ta création et plus sur la partie mise en application. Ah ouais, c'est un vrai luxe, hein. C'est un vrai luxe, et c'est pour ça que je respecte trop les gens qui font tout seul, et
Et même dans les circuits professionnels, il y a des gens qui le font encore. Il y a des gens comme Quentin Dupieux qui font leur montage, qui cadrent et tout. Et je respecte énormément ça parce que du coup, ça demande un cerveau qui est capable de faire tellement multitâche, quoi, qui est capable de faire tellement de choses en même temps. Moi, le mien, il n'est pas capable de faire tout ça. Moi, en fait, je l'ai déjà fait, mais c'est beaucoup plus fatigant et j'ai l'impression, moi, de moins bien faire mon travail quand je fais trop de choses. Alors que quand je me concentre sur quelques trucs uniquement, je le fais mieux, quoi. Déjà réaliser et jouer dedans, c'est dur. Donc après, rajouter d'autres trucs, cadrer et tout. T'as pris des cours d'écriture, pour être acteur, des choses comme ça, ou c'est vraiment autodidacte? Je suis quasiment autodidacte. Moi j'ai fait des cours techniques de montage. Moi j'étais monteur pendant une époque et j'ai fait une licence cinéma, mais bon, du coup c'est très intéressant la licence cinéma, mais honnêtement t'apprends pas grand chose à part à analyser des films. Donc bon, tu découvres quelques trucs, mais t'apprends pas à en faire en tout cas. Mais sinon, non, en tant que comédien, je suis autodidacte, j'ai fait du théâtre étant gamin, mais j'ai l'impression déjà je me sens pas tellement comédien, je me sens surtout scénariste qui aime bien jouer de temps en temps, qui aimerait bien jouer plus, parce que ça m'amuse, mais pour l'instant je me concentre vraiment sur mon activité de scénariste. Et je sais que tout ce que j'ai appris jusqu'ici en tout cas c'est en jouant à force de jouer, quoi, avec les copains, être en contact de bons comédiens, de les regarder, de même toi te voir. D'ailleurs ça j'ai jamais compris les comédiens qui disaient je me regarde jamais et tout. Je comprends pas du tout ce truc parce que pour moi c'est essentiel de se regarder pour voir en fait si c'est bien ou pas bien ce que t'as fait, quoi. Et je comprends pas du tout, ça c'est vraiment un délire d'artiste que j'ai jamais compris. Mais non mais moi je regarde jamais, j'ai vu aucun film dans lequel j'ai joué, tu sais, genre merde, regardez, quoi, parce que ça se trouve tu vas te trouver nul, quoi. Et justement c'est peut-être cette peur là, tu vois, de se trouver nul et tout, mais moi je trouve ça essentiel de se trouver nul et des fois de se trouver bon aussi, de se dire en tout cas de voir du bon dans ton travail, de dire tiens je trouve que là, et d'en parler peut-être avec d'autres gens, tu trouves pas que dans cette scène là c'est assez pertinent ce que j'ai fait, par contre là-dedans je trouve que je suis à côté, parce que voilà c'est comme, tu vois, on revient au truc de mur, quoi, mais regardez si ton mur est droit, quand t'as construit un mur, s'il y a pas une pierre qui est de côté ou quoi, si tu regardes pas le mur que t'as fabriqué, moi ça me paraît absurde, quoi. Pour après faire le suivant, tu vas le faire de la même manière du coup, quoi. Donc tu vas peut-être refaire les mêmes erreurs, quoi. Donc mais non, moi je suis vraiment autodidacte là-dessus, et sur l'écriture je suis quasiment autodidacte, et pareil tout ce que j'ai fait, j'ai l'impression de l'avoir appris à force d'écrire et d'être au contact d'autres auteurs aussi, qui des fois étaient plus vétérans que moi et qui m'ont appris des choses. J'ai juste fait 2 masterclass qui m'ont coûté un bras de 2 scénaristes, de John Truby et Christopher Vogler, qui sont 2 personnes qui ont écrit des bouquins aussi de scénarios, qui sont cool, qui m'ont appris des trucs, mais à peu près autant que d'avoir lu leur bouquin. Franchement c'est plus sympathique si vraiment t'as une hantise des bouquins, tu vois vraiment le gars, et il faut avoir un niveau d'anglais à peu près correct et le mec t'explique son bouquin en grosso modo en général, mais c'est plus vivant, et voilà, et puis tu peux poser des questions et tout, donc t'apprends des petits trucs, mais en vrai j'ai pas la sensation d'avoir fait mes classes à ces moments là, quoi. C'est vraiment faire ses classes, c'est faire des scénarios, faire la pratique, faire des erreurs, se dire tiens merde, et puis aussi regarder un peu, parce qu'on a la chance de pouvoir voir plein de films et avoir un œil critique. Moi je trouve ça vachement bien de regarder pas que des bons films d'ailleurs, c'est ce que je conseille des fois aux gens, c'est de regarder des mauvais films aussi, parce qu'en fait qu'est-ce que tu veux dire, en fait, tu vas regarder un Kubrick, tu vas faire tout est trop bien, mais en plus c'est beaucoup plus dur d'essayer de voir qu'est-ce qui est bien dans un scénario, quoi. Si tout t'a plu, en fait tu vas avoir du mal à te dire qu'est-ce qui était vraiment bien, alors qu'un mauvais film, tout de suite tu vas faire des fixettes sur un truc, tu vas dire putain ce truc là du scénario il était absurde, à ce moment là j'étais pas du tout avec le personnage, et je pense que c'est à cause de ça, tu vois. Et du coup observer, c'est con hein, mais observer des erreurs chez d'autres te permet peut-être de toi pas les refaire chez toi, en tout cas des trucs qui te plaisent pas à toi, quoi, tu vois. Moi ça m'arrive tout le temps, j'adore discuter en sortant d'un film, ce qui m'a plu, ce qui m'a pas plu, ça me permet moi d'identifier des petites astuces des fois de scénarios qui m'ont plu ou qui m'ont déplu. Là on est allé trop vite à ce moment-là, je trouve qu'on avait besoin de prendre le temps à ce moment-là. Moi dans mon histoire, du coup je vais faire attention à ça, ce qui veut pas dire que tu vas faire un bon film derrière, mais ce qui veut dire que tu te poses des questions, quoi. Là je lis justement la biographie de Stephen King, on en parlait avant, et il dit que le meilleur cours à faire c'est de prendre un mauvais bouquin et de le lire et noter tout ce que t'aimes pas et ce qu'il faut pas faire, quoi. Ça m'étonne pas. Grave, c'est pour ça que moi j'adore regarder les nanars, quoi. Les très mauvais films, c'est bien parce que tu tires des super grandes leçons, quoi. Tu regardes et tu fais non, ça faut. Parce qu'en fait, c'est des gens qui se cassent la gueule pour toi, quoi. Tu vois, c'est une erreur que toi t'aurais pu faire. Tu vois, des fois en plus il y a sûrement des fausses bonnes idées, quoi. Tu vois, genre tiens, on va faire un personnage qui parle que comme ça, ou qui fait que ci, ou alors où on le présente pas du tout, j'en sais rien. Et du coup, il y a quelqu'un qui tente un truc, qui fait une expérimentation qui est nulle, qui se révèle être vraiment pas payante, quoi. Et du coup, au moins le gars il a fait l'expérience pour toi, tu vois, tu fais non, ça marche pas, faut pas le faire, ça, tu vois. C'est clair. Et comment est-ce que tu as des critères pour juger ton propre travail?
Est-ce que par exemple, tu juges ton travail en fonction des likes ou des vues ou des commentaires? Ou est-ce que tu as plutôt un système un petit peu interne en disant là, ce que j'ai fait c'est bon, quoi qu'il se passe après? Non, moi dans tous les cas, une fois que c'est fait, pour avoir un vrai recul sur ce que j'ai fait, il me faut toujours plusieurs années. Ok. Parce que une fois que c'est fini, en fait, j'ai tout donné quoi. Donc j'ai envoyé tout ce que j'ai pu envoyer, j'ai fait tout ce que j'ai cru être bon, tu vois. En gros, toutes les décisions que j'ai pu faire avec les moyens qui m'étaient donnés en gros pour faire ce truc-là. Et du coup, entre guillemets, parce que je suis assez perfectionniste, donc je supporte pas partir en me disant merde, j'aurais pu mieux faire là-dessus. Ou alors c'est que j'avais pas le temps et du coup ça dépend pas que de moi. Et donc, en tout cas, dans le temps imparti, avec les moyens que j'avais, je fais toujours le maximum de ce que j'ai pu faire quoi. Pour justement pas m'en vouloir après de me dire ah bah tu vois, j'aurais dû être plus exigeant là-dessus parce qu'en fait ça marche pas et c'est moi qui ai été laxiste là-dessus quoi. Donc du coup je suis assez intransigeant avec moi-même pour justement pas pouvoir m'en vouloir. Donc quand je balance le truc, après ça plaît pas, en fait si ça plaît pas je peux que dire moi j'ai fait tout ce que j'ai cru être bien et ce que j'ai pu faire quoi. Et après moi pour mon retour personnel sur mon travail, ouais, il faut plusieurs années pour avoir suffisamment de recul pour oublier en gros la souffrance et la galère avec laquelle t'as essayé de créer le truc et t'as oublié un peu même les idées que t'avais eues, parce que j'ai une mémoire de merde moi, donc vraiment c'est facile pour moi d'oublier tout ça et du coup 2-3 ans après je suis quasi comme un spectateur un peu lambda quoi tu vois. Donc je peux regarder le truc et voir ah putain ça en fait on s'était fait chier là-dessus, ça marche bien, et ah ouais non ça c'était raté effectivement mais sinon non après je prends pas trop en compte la vie des gens en vrai. Enfin ça m'arrive, je regarde quand même parce qu'évidemment il y en a en plus, puis même par respect pour les gens qui commentent, moi je me dis il faut quand même regarder un minimum. Puis on parle souvent des commentaires négatifs, mais moi je trouve qu'il y a aussi plein de commentaires positifs, des gens qui sont très drôles, qui mettent des commentaires très constructifs, c'est plus rare mais ça arrive. Mais il y a des gens qui font des très bonnes vannes, moi qui me font beaucoup rire dans les commentaires, et des gens qui sont pertinents, et ça m'est déjà arrivé pas mal de fois ouais, de voir qu'il y a un truc qui revient. Enfin, tu vois, là récemment, je suis sur un format qui s'appelle Jam, où on fait un sketch en une journée. Super intéressant. Et ouais, merci, c'est gentil, on s'amuse bien. C'est un retour aux sources pour le coup, tu vois, de l'époque Dailymotion pour moi, ça. Ouais. C'est faire ça entouré de professionnels. C'est y aller en mode YOLO, comme on faisait sans script et tout à l'époque, mais avec des professionnels qui fait qu'on arrive à faire un truc un peu plus quali que ce qu'on arrivait à faire à l'époque entre nous, tu vois. Mais du coup, typiquement, tu vois, on avait fait un espèce de deuxième épisode sur ma chaîne il y a 1 an et quelques. Et il y avait beaucoup de commentaires de gens qui étaient déçus sur la forme. Enfin, globalement, le truc avait plu, mais les gens trouvaient que la forme se rapprochait trop d'une télé-réalité, etc. Et j'avais entendu ce truc-là et je voyais ce que c'était. Donc, quand ça me parle, en fait, je peux le prendre comme quelqu'un, un pote qui te le dirait, quoi, tu vois. Je trouve que c'est dommage. Surtout qu'en plus, souvent, c'était pas genre des gens qui refutaient tout, qui disaient le concept est cool, ça j'ai bien aimé, mais je trouve que des fois ça fait un peu trop télé-réalité. Et du coup, en fait, c'était un truc que nous on avait assumé, on se la jouait un peu MTV old school, tu vois. Avec le professionnel, et tu parles ouais, voilà, puis la grosse voix off, quand on fait des caisses et tout, mais je pense qu'on avait fait un espèce d'entre-deux qui était un peu mou. Les gens avaient pas compris qu'on en faisait volontairement des caisses. Et en même temps, on assume aussi la forme parce que c'est une vraie télé-réalité. Enfin, c'est vraiment ça. On suit, même si le mot moi me fait peur aussi, mais c'est ça. On suit des gens pendant une journée qui, lors d'un processus créatif, qui doivent créer une vidéo, écrire et tourner une vidéo. Et donc, j'avais aussi envie d'assumer ça, quoi. C'est aussi ça. C'est aussi une télé-réalité. Et tant pis, il y a des interviews de gens, etc. Mais du coup, là, celui qu'on a refait là, j'ai quand même gardé ça un peu dans un coin de ma tête. Je me suis dit, c'est vrai qu'on pourrait lever le pied sur le côté un peu télé-réalité. Et ça changerait pas grand chose. Et donc tu vois, c'était, pour moi en tout cas, ça me paraissait être un truc que je pouvais prendre en compte, qui changeait pas fondamentalement ma vision du projet. Et du coup, dans des petits détails, avec mon co-réalisateur Clément Marouzet, on a changé des petits trucs par-ci par-là, mais qui fait qu'on n'a pas fondamentalement changé le concept, mais qui fait que là, tu vois, dans les commentaires, ça s'est beaucoup moins ressenti. Et du coup, je me dis bon bah voilà, quand je peux les écouter sur ce genre de choses et que moi je comprends ce qu'ils disent et que ouais voilà, j'arrive à me dire c'est pas idiot quoi, c'est cohérent avec ce que je voulais proposer, j'écoute. Mais c'est très rare. C'est très très rare, et dans tous les cas la plupart du temps c'est fait quoi. Les retours que les gens font, c'est sur l'œuvre qui existe déjà quoi. Ah c'est dommage, j'aurais pu faire ça. De toute façon c'est trop tard, donc mais non, ouais, j'essaie de pas tenir compte trop des gens. Et moi ce qui m'intéresse, c'est ma satisfaction personnelle à moi. Est-ce que je suis content de ce que j'ai fait ou pas, et éventuellement les gens qui m'entourent, ma famille, mes potes, est-ce que ça t'a plu. En vrai, j'essaie de garder ce truc-là, tu vois, comme je disais tout à l'heure, de juste le faire pour moi, mes potes, juste faire plaisir. En plus, mes potes, c'est les gens que je vois dans la vie, quoi, donc c'est plus parlant, quoi. Quelqu'un qui face à face te dit ah ça c'était cool, là, j'ai vraiment bien aimé ce truc-là.
plutôt que malheureusement des commentaires, hein, même si je respecte beaucoup les gens qui nous regardent et c'est grâce à eux qu'on est là, mais un texte écrit comme ça, c'est un peu impersonnel et ça pourra jamais te faire autant de bien que quelqu'un en face à face, quoi. Donc c'est assez surréaliste ce truc là, on se rend pas bien compte qu'il y a des gens qui regardent et on se rend compte quand tu les croises dans la rue et qu'ils te le disent, quoi, mais c'est un peu bizarre. Ouais. Puis de toute façon, malgré tous ces efforts, le but n'est pas de satisfaire tout le monde non plus, mais plus d'essayer de donner le meilleur de toi-même et puis de... Ouais, c'est ça. Même si pour le coup, moi, ça c'est un truc qui me tient à cœur. J'aime bien les trucs populaires, ça me plaît vraiment, et je trouve que justement on est trop, des fois, on regarde trop ça d'un mauvais œil, quoi. Quand une œuvre est trop populaire, il y a des gens des fois qui, tu sais, ce fameux truc de c'est commercial, etc. Mais pour moi, ça représente tout ça, quoi. Ce genre, dès que c'est trop populaire, du coup, ça peut pas être bien. Alors que pour moi, justement, c'est hyper fort une œuvre qui arrive à toucher autant de gens, ça veut dire qu'elle est très pertinente en fait pour moi, tu vois. Ce qui veut pas dire qu'en effet je peux comprendre le plaisir que t'as à voir une œuvre qui te touche toi et t'as l'impression qu'elle te connaît par cœur et que c'est vraiment destiné à toi et à ce 10% de la population et pas aux 90 autres pourcents. C'est encore plus fort parce que du coup t'as l'impression que le film te connaît toi par cœur, etc. Mais c'est tout aussi fort un film qui connaît tout le monde, quoi. Enfin, tu vois, genre peut-être moins en détail, ça va peut-être moins rentrer dans, voilà, ça parlera pas en détail à tout le monde, mais qui va toucher à des valeurs fondamentales, humaines, qui nous touchent tous et qui arrive à taper juste, quoi. Je trouve ça hyper fort et du coup moi je respecte trop ça. Et en tout cas moi je pense pas aux gens quand je me dis pas tiens qu'est-ce qui marcherait, tu vois, mais je suis content quand la vidéo ou l'œuvre que je fais elle touche le plus de gens possible parce que je me dis c'est cool, quoi. En plus moi je fais ça pour faire rire les gens, pour les amuser, donc plus il y a des gens qui s'amusent, ouais, c'est quand même le but principal. Et voilà, mais je respecte les gens qui ciblent, quoi, tu vois, qui sont en mode non mais on va parler j'en sais rien, aux métalleux qui font ci et ça, des gens très précis, ou les gens qui ont vécu ce genre de truc dans leur vie, on va leur parler à eux, tu vois. Et donc parce que c'est aussi fort, tu vois, de se sentir vraiment touché, de dire oh putain j'ai l'impression qu'il me connaît le scénariste, c'est fou, quoi, tu vois. Mais un truc qui parle à tout le monde, je trouve que je sais pas, on blâme trop un peu ça, moi je trouve ça, mais partout, hein, dans la musique, tout, c'est genre une musique qui est trop populaire et qui cartonne, on va la regarder d'un mauvais œil, alors que non, elle a, je sais pas, si elle fait danser tout le monde, c'est ouf, quoi, tu vois, genre. Ouais. J'ai l'impression que parfois par besoin d'identification un peu, pour marquer ta personnalité, ouais, c'est ça, ouais. Des gens vont dire ah ouais ça c'est un blockbuster, ouais ça c'est mainstream, etc. Oui, c'est ça, alors qu'en fait c'est logique, mais ouais. Mais c'est logique de dire bah ouais mais moi je suis pas comme tout le monde, tu vois, c'est normal, mais au contraire moi je trouve ça. Mais je pense un truc dont tu reviens, c'est un truc un peu d'adolescent aussi, de se dire ouais mais moi je suis pas comme tout le monde, moi j'aime ce film là parce que personne le connaît et il est trop bien, il me parle à moi, ce qui est cool, hein. Et heureusement qu'on a tous des œuvres qui nous sont propres et qu'on aime nous et que les gens aiment peut-être pas tous, mais c'est aussi cool des fois de se sentir comme les autres, enfin c'est con mais genre moi c'est pour ça que j'adore le cinéma, hein. C'est pour ça que j'adore aller dans les salles, c'est que je suis entouré d'inconnus et on rigole en même temps et tu fais putain je suis comme des gens mais que je connais pas, mais je suis comme eux un peu, tu vois, genre on est quand même reliés par quelque chose. Quand tu vas à un concert à Bercy et que t'es entouré de dizaines de milliers de personnes qui aiment le même groupe que toi, qui chantent la même chanson, c'est quand même des moments qui sont forts, quoi, je trouve, quoi. Je trouve on rebute trop ces trucs là. C'est clair. Et t'as aussi une logique de chercher à catégoriser pour mieux te représenter les choses. On va dire, on en discutait tout à l'heure, mais parfois on s'est dit Julien Josselin il fait beaucoup de vidéos sur YouTube, et en fait quand on voit ton parcours aujourd'hui et comment ton style un peu évolue, tu vas vers plein d'arts différents. Tu travailles sur une BD, tu travailles sur des séries, tu fais de la musique avec un groupe. Ouais. Aujourd'hui, toi, est-ce que tu essaies de planter des graines un peu maintenant qui vont peut-être grandir dans le futur? Il y a d'autres arts vers lesquels tu aimerais aller? Après, moi je suis je plante pas de graines parce que je suis pas trop un mec qui planifie. Je devrais un peu plus, mais c'est ce que je disais justement un peu off tout à l'heure, mais c'est que businessment parlant, moi je suis un désastre, mais parce que c'est pas comme ça que je fonctionne, quoi. Enfin, j'essaie de m'améliorer là-dessus parce que j'essaie de pas être stupide non plus. Je sais que c'est une industrie et que quand ça change pas fondamentalement ce que je voulais faire, si je peux aiguiller un tout petit peu pour que du coup ça plaise à plus de gens ou que ça rentre dans une demande d'une chaîne pour pouvoir faire cette série, ou tu vois, enfin j'essaie de faire un tout petit compromis des fois, de me dire sois pas stupide non plus, quoi, tu vois. Si tu fais un tout petit pas à droite, ta série elle se fait, si tu le fais pas, elle se fait pas, t'as peut-être envie qu'elle se fasse, tu vois, ce genre de choses, quoi. Mais sinon non, je suis trop spontané et trop passionné, je fonctionne vraiment à la passion et à chaque fois je fais un truc parce que j'ai envie de le faire, et j'ai la chance jusqu'ici que ça se passe assez bien et que les gens me permettent de
tenter autant de choses, mais c'est aussi parce que je me l'autorise à moi-même, je leur ai jamais demandé leur permission, tu vois, c'est que si je les avais écoutés, j'aurais continué de faire des facecam parce que c'est ce qu'ils me demandaient depuis le début, mais au final on a fait des sketchs et ils ont fait mais en fait c'est pas mal quand tu fais des sketchs aussi, et puis au final on a fait un long, en fait quand tu racontes des histoires plus longues c'est sympa aussi, et du coup c'est eux qui s'adaptent à mes envies, et c'est pour ça que j'essaie pas de trop de tenir compte, tu vois, de ce qu'ils veulent eux, parce que moi je fais ce métier avant tout pour me faire plaisir à moi, s'il y a des gens qui regardent tant mieux, et puis je pars du principe que plus je serai sincère, plus je me ferai plaisir, plus ça se sent, enfin, parce que moi en tout cas quand je suis spectateur d'autres artistes, je vois quand l'artiste se plaît dans ce qu'il fait et s'épanouit, et du coup j'ai pas envie de changer ça, quoi, tu vois. C'est pour ça que j'en voudrais jamais d'ailleurs à des artistes de changer fondamentalement leur activité ou leur style. Ça peut marcher en musique, enfin, tu vois, il y a des artistes comme Muse qui à chaque album changent fondamentalement de style et du coup perdent une partie de leur public qui fait ah d'accord, c'est devenu ci, c'est devenu ça, c'est de l'électro maintenant. Mais moi je peux jamais en vouloir, même si peut-être il y a tel album où à un moment donné je décroche, en effet je fais ah bah ça m'intéresse moins, mais je peux que respecter les artistes qui ont le courage de changer comme ça, parce que s'ils le font c'est sûrement parce qu'ils ont envie en fait, quoi, et du coup de suivre ses envies. En tout cas moi c'est ce que je fais depuis le début, même quand c'est un contre-courant total de ce qu'il faut faire, tu vois, quand c'est faire un groupe de punk rock qui est peut-être le genre musical le moins à la mode du moment, tu vois, mais je le fais parce que moi ça me plaît, moi j'aime le punk rock et ça me fait plaisir de le faire, et puis il y a quand même des gens qui viennent en concert, on s'amuse, c'est pas dans les mêmes proportions, tu vois, que ce que j'ai fait avant, mais je m'en fous en fait, c'est pas ça qui compte, quoi, et donc du coup je m'écoute toujours, et après c'est peut-être un problème aussi, mais c'est que j'ai tout le temps besoin de challenge et de défis aussi, quoi, c'est que j'ai toujours besoin de me sentir challenger pour j'aime pas être dans une zone de confort, quoi, je supporte pas ça, et du coup faire un groupe quand t'es vite fait musicien c'est un challenge, faire un autre truc, enfin peu importe, tu vois, là récemment je me suis lancé sur Twitch, je fais du live, bah pareil, le live je connaissais pas trop, tu vois, on fait toute une émission, on est plus ou moins animateur et en même temps on joue, la comédie, on fait des trucs, donc dès qu'il y a un challenge, moi ça m'excite et ça me donne envie de faire des trucs, quoi. C'est un point qu'on a noté tous les deux, c'est quand on regarde tes projets et la diversité de ce que tu fais, on a l'impression que tu cherches un peu justement la peur et ce que tu sais pas faire. Ouais, grave. Et est-ce que c'est conscient ça, ou c'est juste j'ai envie de faire ça et je suis pas sûr de comment ça va le faire, mais j'ai envie de me tester? Non, je sais que ça fait partie des mécaniques qui me trigger, comme on dit, enfin qui me motivent, quoi. C'est que ouais, c'est bah, j'écoutais une masterclass de Quentin Dupieux il y a pas longtemps, qui est très cool d'ailleurs, qui est sur Arte, moi j'aime beaucoup ce mec là, et il disait un peu la même chose, je me retrouvais un peu dans ce qu'il disait, où il disait que lui il supportait pas que ça se passe bien, quoi, enfin tu vois, que être et souvent lui du coup il se mettait des bâtons dans les roues pour que du coup le tournage soit plus compliqué que ce qu'il avait prévu, ce genre de choses, quoi. Et je comprends totalement ça, parce que moi je trouve que c'est l'envie de défi. Après c'est parce que peut-être aussi parce qu'on vient, j'ai l'impression qu'on a beaucoup ça dans nos gènes sur YouTube, mais peut-être parce qu'on vient de la démerde un peu, tu vois, et que du coup quand tu viens vraiment de la démerde, où tu fais tout seul ou quoi, ta satisfaction, parce que plus palpable que ma vidéo elle est mieux que celle d'avant, c'est ma vidéo elle est plus fournie, elle est mieux produite ou quoi, ça c'est quelque chose qui est visible tout de suite en fait, quoi. C'est que ah ouais, t'as vu, là on a fait un plan travelling dans cette vidéo là, alors qu'avant on a tout fait à l'épaule, à l'arrache et tout, là on a fait un zoom, un truc ou quoi, ça ça se voit, quoi, tu vois, c'est très facile à observer comme amélioration technique, tu vois, et comme défi du coup, dès qu'il y a un nouveau défi en fait tu peux dire bah tu vois, elle est différente, elle est mieux que la vidéo d'avant parce qu'on a réussi ce challenge là, quoi, tu vois. Donc je pense que ça vient peut-être un peu aussi de ça, j'ai pris l'habitude moi de me challenger à chaque fois, et du coup d'essayer de faire un truc de plus en plus fou, et à chaque fois avoir un défi différent. Tiens, ce coup-ci on va faire une vidéo qui est 10 fois plus long, on va faire une vidéo qui est en plan séquence, on va faire une vidéo qui est ci, et le fait d'avoir un challenge à chaque fois, moi du coup me donne envie d'y aller en fait, quoi, et parce que sinon être dans une zone de confort et savoir que tout va bien se passer ou quoi, ça m'effraie, quoi, enfin genre ça me donne plus envie, je me sens ouvrier, je me sens et puis, à la chaîne, artisan, ouais, un peu à la chaîne ou quoi, et je sais que dès que j'ai eu un tout petit peu ce ressenti là de me dire bah je sais comment ça marche, je pense que c'est pour ça aussi que j'avais arrêté de faire des facecam, c'est que je savais comment le faire en fait, et du coup je dis pas que je le faisais bien et que je maîtrisais le truc, quoi, mais en tout cas pour moi je galérais à trouver des challenges qui m'excitaient vraiment dans ce format là, et du coup j'avais besoin d'expérimenter d'autres trucs, quoi. Et donc du coup plus le challenge est fou, plus ça m'amuse, quoi, plus c'est risqué. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé faire un film alors qu'on n'avait pas du tout les moyens, c'est que c'était un challenge énorme, sûrement le plus gros que j'ai jamais relevé avec mes potes, hein. Mais parce que voilà, d'ailleurs on avait l'adrénaline, tu vois, de ce truc là, on rigolait, on se disant mais on est fou, enfin on savait qu'on était fou, tu vois, mais il y a ce truc là de genre c'est trop cool parce que on sait qu'on est motivé et qu'on va finir par le rentrer, quoi, on va finir par y arriver, quoi. Il y a un côté sportif, tu vois, dans le truc, quoi. C'est clair. Et t'as, je trouve, un côté artisan aussi.
qui est hyper important à la fois dans la minutie et où tu dis j'essaie de toujours donner le meilleur de moi-même et dans le plaisir que tu trouves à expérimenter des nouvelles choses. Ouais, carrément. Moi, j'aime beaucoup le terme l'artisanat, tout ça. Je trouve ça bien parce qu'en plus, on est vraiment. Il y a le côté un peu solitaire, faire son truc dans son coin, qui je trouve nous va assez bien à cette génération. Et il y a le côté aussi, je répète sans cesse tous les jours mon truc, et t'es là depuis quoi, 10 ans, 15 ans. Et c'est ouf de se dire. 2005, sa première vidéo. Non, mais c'est ouf de dire tu tiens un truc. Alors que c'est aujourd'hui dans la génération où on passe un truc à l'autre, où on n'est pas fiable, etc. T'arrives à déboîter un truc pendant 10 ans, 15 ans, et t'es là, et à chaque fois tu te renouvelles et tu trouves de nouveaux trucs, quoi. Et ça, je trouve ça c'est super fort. Ouais, bah d'ailleurs, moi je suis le premier impressionné de ça. Moi j'étais le premier à dire tout le monde, tout YouTube là, ça va se casser la gueule dans 3 ans. Enfin, tu vois, je pensais vraiment pas. Et à chaque fois que les 3 ans étaient passés, je dis ouais, non, mais il reste 1 an ou 2. Enfin, j'étais trop dans une optique boys band, quoi. Tu sais, pour moi, on était un effet de mode, un truc. Enfin, au fond de moi, j'étais conscient qu'on avait des choses à prouver. Et plus je regardais les gens autour de moi, plus je me disais non, mais il y a des artistes hyper talentueux qui auront des choses à raconter toute leur vie. Mais j'avais trop peur que ça s'arrête, donc je préférais me le dire à moi-même aussi, tu vois, genre non, mais à un moment donné, on devra tous raccrocher, on fera d'autres trucs, quoi, tu vois. Et j'étais le premier impressionné de même la plateforme YouTube, je pensais qu'elle disparaîtrait plus vite. Enfin, et en fait, tout ça est resté pas mal, est rentré dans les habitudes de consommation des gens. Alors, je sais pas pour combien de temps ça va rester encore, mais en tout cas, ce qui est sûr maintenant, et un truc dont je doute plus du tout, c'est que en fait, ça fait naître des artistes qui seront là toute leur vie. C'est un tremplin de malade. En fait, c'est ça, c'est que pour moi, c'était une espèce de capsule qui allait disparaître et qui allait se transformer en d'autres trucs. Aussi parce que je pensais que justement ça allait être uniquement un tremplin vers de la télé, vers d'autres trucs et tout. Et en fait, c'est devenu un médium à part entière qui maintenant, voilà, il y a des gens qui vont faire toute leur carrière sur YouTube. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que je me souviens de faire des vannes, enfin Hugo tout seul qui faisait dans un des premiers podcasts il y a longtemps, quand on sera vieux, on fera des podcasts sur les couches, etc. et tout. Mais mine de rien, là, Norman sort un podcast sur avoir un bébé, quoi. Enfin, tu vois, genre, Norman, quoi, qui est le gars que tu voyais pas avoir un bébé quand tu regardais sa première vidéo. Enfin, tu vois, c'est pas l'image qu'il renvoyait. Il renvoyait le gars un peu introverti, etc. et tout. C'était pas le perso qu'il racontait. Et là, maintenant, il a un bébé et il fait une vidéo là-dessus. Et du coup, quand je l'ai vu, je me suis vraiment dit, genre, mais à un moment donné, il y aura vraiment un de nous qui sera Yeuf, qui fera un truc sur les couches ou maison de retraite sur un continent, ou ouais, enfin voilà, tu vois, genre. Choisir son EHPAD. Ouais, non, mais c'est fou, quoi. Et donc, ça prouve que non, ça reste, c'est devenu maintenant un produit différent encore et une plateforme aussi d'expression différente. Et ça a vu naître des artistes. C'est une espèce de nouvelle radio, quoi. Je pense qu'en fait, quoi, c'est que la radio. Ou même la scène, c'était des vecteurs d'artistes qui faisaient arriver des artistes en télé, au cinéma, partout depuis des années. Maintenant, il y en a un de plus, c'est Internet, quoi, tu vois. Et moi, ce que je trouve fantastique, c'est que tu demandes la permission à personne. Tu le disais un petit peu avant. Ça, c'est bien. Ouais. Avant, il te fallait le sceau d'un éditeur ou d'un label ou d'une maison d'édition quelconque. Maintenant, c'est juste, tu te déterres, t'es passionné. T'as envie de progresser et tu publies ça et t'as une chance d'être découvert et de percer, quoi. Ah, ouais. Très très fort ça. Ouais, bah moi je serais pas là sinon. Hein. Moi j'ai une commune qui a 600 habitants, donc autant dire que je pense que je ferais un autre taf. Hein. C'est vraiment juste parce qu'il y a eu internet et qu'il y a des. Enfin ça m'a nourri, quoi. Je me suis dit, ah mais en fait je suis pas sûr que j'aurais eu le courage d'envoyer une cassette à une chaîne de télé ou un truc. J'aurais jamais fait ça. C'est un peu tête. Mais tes chances elles sont minimes, quoi. T'as une barrière pour rentrer sur le truc qui est énorme, quoi. Il faut avoir des contacts, il faut être hyper talentueux, te faire repérer, une conjonction un peu de choses pour arriver à un moment à éclore, quoi. Bah ouais. Et puis je pense que ça a amené de la diversité aussi, quoi, de gens qui viennent un peu partout en France et dans le monde du coup aussi, mais en tout cas en France. Et des gens, il y a plein de youtubeurs qui restent dans leur ville et qui continuent d'exercer depuis leur ville. Tu peux faire une carte de France des youtubeurs, quoi. Il y en a beaucoup à Paris quand même, mais il y en a aussi énormément dans les autres villes de France et tu peux faire une carte des youtubeurs. Et du coup, je trouve ça cool, quoi. C'est moins parisien que l'était la radio, la télé avant. Et elle est encore maintenant, parce cinéma, que tout se passe. Voilà, le cinéma aussi. Mais le cinéma, bon, après, il va tourner un peu en région quand même, des fois. Mais la radio, la télé, tout se fait à 100% à Paris, à part les radios locales ou les télé locales, mais qui sont des petites audiences, des petits budgets, etc., quoi. Donc là, YouTube quand même, c'est partout, quoi. Il y a beaucoup de gens qui sont arrivés à Paris, les gens qui se sont professionnalisés et tout, mais tous les indépendants et tout, il y en a plein qui vivent chez eux, quoi. Donc ça amène une diversité un peu. Je pense que ça représente mieux les Français, quoi. Moi je suis fan de Casey Neistat. Je sais pas si aux US, c'est l'un des plus gros youtubeurs. Oui, je vois le gars, ouais. Et le mec, il disait que pendant toute sa vie, il voulait faire du cinéma, il voulait être à la télé. Et il a essayé pendant 10 ans, il n'a pas réussi. Et il s'est déterré sur YouTube à faire une vidéo par jour pendant 2-3 ans. Et c'est comme ça qu'il a cartonné. Il s'est rendu compte qu'en fait, ce qu'il aimait, c'était juste créer, publier, parler à des gens, raconter des histoires. Ouais. Et ça, il pouvait le faire juste sur YouTube.
et exister et être une star planétaire juste grâce à YouTube, quoi. Ouais, bah, Et c'est incroyable, je trouve. Mais on a tous eu un peu, je pense, ce cheminement de se dire ah mais en fait ce que je voulais je peux l'avoir là quoi. C'est parce qu'on voulait tous faire de la télé ou du cinéma, on se dit ah ça va nous permettre de faire ça quoi. Et en fait après au bout d'un moment tu t'es déjà en train de faire ce que tu voulais, tu fais mais en fait c'est déjà en cours là ce que j'aime bien en fait. C'est puissant. C'est déjà là en fait, donc il y a pourquoi chercher ailleurs et quand bien même en plus moi des fois ça m'est arrivé de faire de la télé et de me dire en fait on est bien sur internet quoi, tu vois genre parce qu'il y avait plein d'avantages que t'as pas en télé, des trucs tout bêtes mais le minutage, il faut que ta série, tous les épisodes, ils fassent exactement la même durée parce qu'il faut qu'on envoie la pub, etc. et tout. Alors que dès que t'es sur internet, c'est comme sur Netflix, tout ça. C'est genre, bah si. Même créativement, je trouve ça plus logique. Enfin, tu vois, genre si t'as l'épisode 4, il doit être plus court parce que ce que t'as raconté dedans, il tient mieux avec 2 minutes de moins. Et bah, tu fais 2 minutes de moins et c'est pas grave. Et tu vas pas essayer de combler au montage, de rajouter 2 minutes parce qu'il faut que ça rentre dans le truc. Et du coup, ton épisode 4 il devient moins bien tout de suite parce que tu vas étirer un truc qui en fait marchait mieux avec 2 minutes de moins, tu vois. Enfin. Du coup, t'as plein de petits détails comme ça qui font que sur YouTube, mine de rien, on n'est pas si mal et on est peut-être même sur le médium le plus libre et le plus agréable en fait. Quoi. Et t'as une audience qui est même plus grosse sur YouTube que sur la télé. Ouais, c'est ça. Moi, la vidéo de Squeezie chez Ardisson, elle est incroyable, je trouve. Ouais. Il se prend un mépris énorme alors que le mec fait plus d'audience que lui, quoi. Ouais, c'est fou. Ouais. C'est très impressionnant, c'est deux mondes qui se rencontrent, quoi. Ouais. Un monde ancienne époque et nouvelle époque. Ouais, c'est ça. Même si économiquement, moi je suis toujours étonné qu'il n'y ait pas eu une bascule plus forte que ça, quoi. C'est que les vues sont tellement énormes que, à part les placements de produits et les marques qui commencent à mettre pas mal d'argent, tu vois, pour faire produire des formats avec les gros youtubeurs et tout, globalement, il n'y a pas eu cette bascule. Enfin, il y a encore des sommes astronomiques qui sont dépensées pour, tu vois, être avant Ardisson, quoi, tu vois. Et tu dis, mais pourquoi vous faites ça ? Pourquoi cet argent-là, il va pas pour être avant Cyprien ? Enfin, tu vois, genre, vous allez encore maintenant payer moins cher et vous êtes vu 10 fois plus, quoi. Alors du coup, il y a les marques jeunes qui ont fait un peu qui ont fait un peu le trajet parce qu'ils se sont dit, en fait, notre cible, elle est vraiment là, mais maintenant, en plus, les jeunes, c'est plus vraiment. Enfin, sur YouTube, il n'y a plus que les jeunes. Les jeunes, ils ont vieilli déjà pas mal, hein, tu vois, ça fait déjà nous 6-7 ans qu'on en vit. Donc voilà, les gens qui avaient 18 ans, maintenant on en a 24. Donc tu vois, genre les jeunes sont de moins en moins jeunes. Donc maintenant sur YouTube, il y a de plus en plus tout le monde, quoi. Mais je me dis qu'on est vraiment qu'au début de ça. YouTube, c'est à quoi ? C'est à 10 ans ? Grosso modo, imagine en 2050 ce que ça sera l'économie qu'il y a autour et le. Bah ouais, ça, je suis curieux de savoir si ça va rester. On peut pas savoir. Hein. Ça se trouve, ça va s'effondrer aussi. Hein. Quand tu vois certains réseaux sociaux qui montent puis qui redescendent. Bah ouais, Facebook, tu vois, commence à battre de l'aile. Et quand Facebook s'est lancé, t'avais MySpace qui dominait la planète, tu vois. Ils se sont effondrés parce qu'ils ont pris le relais. Mais on sait pas à quel point. Mais t'as les réseaux type YouTube, Instagram, Facebook, mais t'as cette trame de fond qui veut dire ça se passe sur écran, ça se passe sur téléphone. Dans tous les cas, c'est Internet. Et ça, si c'est pas YouTube, je pense que ça serait une autre plateforme derrière, quoi. Oui, c'est ça, ouais, c'est clair. Complètement d'accord. Je trouve que de l'extérieur, quand on va parler peut-être en général du grand public, on a tendance à idéaliser un peu les gens. On se dit, ouais, Julien Josselin, Cyprien, etc. Et en fait, quand on te parle, c'est super sympa de voir que t'es quelqu'un, t'as les pieds sur terre, t'es hyper normal. Est-ce que toi, sur les 10 dernières années, quels étaient un peu les doutes qui te tenaillaient un peu sur toute cette période ? Est-ce qu'il y a eu des trucs qui te faisaient peur ? Comment ça ? Sur quel... Sur ta création, sur les choses que tu développais. Est-ce qu'il y a des trucs où tu t'es dit, putain, ça... Ta carrière, par exemple. Moi, j'ai peur de faire trop le rigolo, à vouloir faire trop de trucs différents, à me disperser. Ça, je sais que je suis comme ça, comme on disait tout à l'heure. Donc ça, c'est une des peurs où je me dis, merde, à tout moment, je vais peut-être trop me faire kiffer parce que je suis content aussi de vivre cette vie-là et d'avoir la possibilité, enfin, tu vois, là, faire une tournée de rocker, c'est un délire, quoi, tu vois, genre... Même si je sais qu'on n'est pas des imposteurs parce que ce qu'on fait c'est aussi de la comédie sur scène et tout, donc que c'est cohérent avec tout ce que j'ai fait jusqu'ici et que d'un coup je me mets pas à vouloir faire des gros solos et à jouer Guns N' Roses, tu vois. Mais donc je sais pourquoi je le fais et je sais pourquoi c'est cohérent avec ce que j'ai toujours fait. Ça reste de la comédie, ça reste un bon moment avec les gens, partager un truc, mais tu vois, ça reste aller un peu dans tous les sens aussi, quoi. Et pareil, après aller sur Twitch, à faire trop de trucs, à vouloir faire trop de projets, trop de choses. Je me dis que des fois, je devrais me concentrer plus sur... c'est un peu ce que je fais en ce moment, là, vouloir me concentrer sur 2-3 projets, tu vois, pour essayer de mieux les faire aussi, peut-être, parce que j'ai l'impression que des fois, je le ferai moins. Mais sinon, ouais, non, les doutes, je sais pas, je suis tellement impulsif et j'y vais tellement à fond que je prends pas trop le temps d'avoir des doutes. C'est pas bien, hein, mais jusqu'ici, ça se passe pas trop mal, donc je croise les doigts. Mais évidemment, t'as toujours la peur que les gens... suivent plus, tu vois. Et même là, moi, tu vois, je vois au bout d'un moment, ça fait tellement d'années
que du coup il y a des gens qui sont plus là, qui sont partis dans d'autres trucs et puis comme je vous disais, moi je me sens pas youtubeur vraiment en fait, tu vois. Donc il y a des gens qui étaient venus pour voir un youtubeur et d'un coup c'est un mec qui fait d'autres projets, qui devient scénariste un peu et tout, qui font ah d'accord, enfin donc il y a des gens qui sont un peu du père, tu vois, mais donc du coup t'as toujours cette peur de perdre les gens, mais au final j'ai tellement fait à chaque fois comme ça, genre je m'écoutais, et puis il y a toujours des gens qui sont là pour te suivre et tout, et au final je préfère être suivi par moins de gens mais qui sont vraiment à fond, qui comprennent vraiment ce que tu fais, etc., plutôt que d'être suivi par une masse gigantesque mais qui vaguement est là pour on sait pas trop quoi, tu vois. Donc non, ouais, c'est par là, évidemment t'as la peur de plus être suivi, etc., même si je l'ai de moins en moins parce que je suis de moins en moins dépendant de ma communauté, parce que je suis un peu autonome maintenant, entre guillemets. J'ai mes contacts dans le milieu et je travaille en tant que scénariste, etc. Donc j'ai de moins en moins besoin de ce support-là, en fait, des gens qui regardent les vidéos, etc. Et tout. Maintenant j'ai une activité plus d'intermittent, disons quoi. Et donc ça m'effraie de moins en moins, mais c'est sûr que ça fait partie du truc, la peur de ce que ça va s'arrêter, etc. Mais sinon non, je sais pas, les peurs... Je prends pas trop le temps, ça fait trop super-héros de dire ça, mais j'ai pas besoin d'avoir peur. Non, mais en tout cas, je me concentre pas là-dessus, quoi. Je préfère prendre l'énergie pour. Évidemment, il y a des moments de doute, des moments où tu te dis merde, on a raté ça, on a pas bien fait ça. Mais globalement, je suis tellement focus, j'ai tellement envie de faire plein de trucs que je me concentre sur déjà ce que j'ai envie de faire, quoi. À quoi ça ressemble une journée type de travail pour toi ? Genre là aujourd'hui, c'est peut-être pas une journée classique vu qu'on fait ça, mais malheureusement il n'y en a pas, quoi. C'est ça le problème, c'est qu'encore plus du fait que je me diversifie. Enfin, tu vois, il y a des journées, c'est des journées où je suis en tournée avec mon groupe de punk rock, et d'autres où je suis chez moi en chaussettes en train d'écrire. Enfin, tu vois. Donc il y a vraiment, et au contraire, c'est que je pense que si je fais ce métier aussi là, justement, c'est pour pas avoir de journée type, quoi. C'est que j'aime trop vivre plein de trucs, voyager, écrire des trucs différents. Et donc je pense que je fuis la journée type totalement. Mais après évidemment il y a des trucs qui reviennent, quand t'es en tournage t'as une journée un peu type, là t'as pas le choix, il faut se lever à telle heure, etc. Et quand bien même chaque tournage est différent, donc tu vas pas te lever à la même heure en fonction de où tu tournes. Si tu tournes de nuit, tu vas te coucher le jour. Donc il n'y a pas vraiment non plus de journée type, sauf si tu travailles sur une série où le décor est fixe, etc. Et là tu viens à 18h, tu repars à 18h le soir, voilà. Mais après sinon ouais, je sais pas. Aujourd'hui par exemple, qu'est-ce que t'as fait ? Aujourd'hui c'est différent parce que je prépare mon départ et tout, donc je suis vraiment dans des trucs, tu vois, de préparation de mes bagages, mes trucs et tout. Mais là j'écris encore aussi un petit peu, puis je règle. J'ai dans tous les cas par jour beaucoup trop de mails à gérer, et ça me rend fou, et j'ai un retard considérable dans mes mails. Et on est pourtant je suis pas le. Ouais, vous avez vu un petit peu les des fois. Mais et pourtant je suis pas du tout le mec qui reçoit le plus de mails de tout YouTube, hein, mais j'ai cette fâcheuse tendance à le lire et à le mettre dans non lu. Marqué non lu, ouais. Ça c'est une grosse connerie. Parce que du coup tu l'as vaguement vu passer, et du coup t'as pas répondu, et ouais tu t'es dit tiens je le ferai, alors que tu pourrais le faire direct, quoi. Mais ouais, ça c'est une très mauvaise habitude. Mais non, ouais, sinon ouais, j'ai toujours ma petite période où je réponds à mes mails, et puis grosso modo je mets du temps avant d'écrire. Si c'est la question, je mets beaucoup de temps avant de trouver le rythme. Et ça d'ailleurs c'est chiant, c'est un truc que j'aimerais bien régler aussi, quoi. C'est que je mets trop de temps à rentrer in the zone, comme on dit, quoi. C'est le moment où ça y est, t'es actif, quoi. En fait, pourquoi je te pose la question, c'est parce que du coup là moi je suis en train d'écrire un bouquin, et donc moi la semaine je taffe et le week-end j'écris. Et le samedi matin, je me dis putain, là j'ai la journée pour déboîter ça, et je fais une journée de 8 heures et je suis en port et j'avance comme un fou, tu vois. Ouais. Et en fait, à la fin de la journée, je me rends compte que j'ai écrit 2-3 heures, avec des phases où, comme tu dis, tu rêvasses un peu, ou t'écris pas vraiment. Mais ça, faut l'accepter, je trouve, comme étant une part du processus, tu vois. Je suis d'accord, je trouve. Je l'accepte, mais t'entends aussi le truc, il faut que tu taffes comme un fou si tu veux y arriver. Et t'as ce truc, sur une journée de 8 heures, tu fais que 3 ou 4 heures. Ouais. Je te dis putain, mais j'ai fait quoi ? Ouais, mais tu vois, comme je disais, tu vois, faut accepter la part de réflexion que t'as eue. Et puis, en fait, ça qui est horrible, c'est que il y avait pour le coup un super podcast sur la créativité de Navo, je sais pas si vous l'aviez écouté, que je vous conseille si vous l'avez pas écouté, où il parlait de ça, il parlait du fait qu'il faut accepter, c'est horrible, mais c'est un métier où il y a de la glandouille, où il y a des trucs, enfin, il faut, en fait, ça fait partie c'est les moments où c'est pas de la glandouille, en fait, sans que tu t'en rendes compte, c'est le moment où tu vas puiser de l'inspiration en vivant des trucs. L'idée, elle se développe. Ouais, voilà, et en fait, ta créativité, elle bosse discrètement pendant que tu t'en rends pas compte, en fait. Et lui, il faisait un parallèle dans ce podcast
qui était super intéressant, où il disait votre créativité c'est votre meilleur pote en fait, et vous pouvez pas l'appeler tout le temps, tu vois, genre si ta créativité tu l'appelles, bon là je fais vraiment, allez écouter ce podcast parce que je fais un résumé de ce qu'il dit, mais il disait en gros ouais tu peux pas, si tu l'appelles à 5h du mat, un coup tu dis j'ai vraiment besoin de toi et tout, donc ton meilleur pote il va venir, mais si le lendemain tu le rappelles à 5h du mat etc, au bout d'un moment il va dire bon gars laisse tomber quoi, enfin je peux pas venir tout le temps et tout machin quoi. Alors que si du coup tu prends soin de lui et que voilà quand il y a besoin tu l'appelles, il va être là, mais sinon si tu passes la demi-journée avec lui machin, tu lui demandes un coup de main et puis voilà, puis après tu le rappelles 3 jours après, enfin, et donc tu le laisses en gros se reposer. Il faisait ce parallèle là et je trouvais ça assez pertinent de ouais voilà quoi, ta créativité il faut aussi la laisser des fois se reposer, tu peux pas tout le temps avoir des idées. Moi les phases où j'étais auteur, tu vois par exemple, je bossais pour des gens et j'avais trop besoin de réfléchir tous les jours, c'est hyper fatigant et au bout d'un moment tu satures, t'as plus rien en fait, parce que du coup tu vis plus en fait, et ce qui te donne des idées c'est la vie en fait, c'est une connerie des fois, c'est aller chercher ton café, il y a un gars qui se met à gueuler ou j'en sais rien et tu fais putain c'est marrant ça, moi ça m'arrive aussi des fois de péter un câble comme ça ou j'en sais rien, enfin il y a un petit détail des fois, un micro truc et qui va t'inspirer quoi, et mais c'est soit la vraie vie, soit un film, un documentaire que tu vas regarder, ou même juste être dans ton pieu à rien faire, à rêvasser et d'un coup penser à un truc hyper métaphysique ou j'en sais rien, ou un truc, ouais, un questionnement sur la vie, tu fais tiens c'est marrant cette question elle m'intéresse en fait, j'ai envie de la détailler, enfin, et du coup il faut accepter ça comme étant une part du processus de bah ouais il faut vivre un peu rien glandé quoi, mais après sinon le seul tip que je peux donner c'est marcher, ça marche bien, je commence à découvrir que quand tu t'arrives pas à t'y mettre en tout cas, marcher ça fait même juste marcher, sortir marcher dans la rue, ou du coup si t'es avec un co-auteur marcher et discuter avec lui, ça marche pas mal parce que du coup déjà ça te réveille plus que d'être assis sur un canapé ou même sur une chaise ou quoi, et c'est prouvé en plus apparemment scientifiquement que du coup tu réfléchis mieux quand tu marches parce que tout ton corps est en fonctionnement quoi, et mais du coup ouais ça aide pas mal à se mettre dans un mood productif, et moi j'ai souvent des idées d'ailleurs quand je me balade dans Paris avec ma musique ou quoi, c'est souvent là où j'ai des idées un peu fraîches parce que tu te sens actif en fait, tu vois, t'es dans la vie, même si tu croises des gens qui vont au taf et toi tu te balades juste pour rien, mais tu fais quand même partie de cette vie active et tu culpabilises moins, parce que c'est le problème aussi, c'est que rien branler sur ton canapé et culpabiliser de rien branler, du coup ça te met dans un mood qui est un peu négatif, où du coup tu vas juger du coup les idées que tu vas avoir derrière, alors que si tu marches tu vas te sentir un peu actif, tu tiens je fais un peu de sport, je marche, je me détends un peu, et tu vas être dans un mood plus positif où du coup tu vas être plus à même d'accepter les idées que tu vas avoir et de les juger comme étant positives quoi. Mais c'est dur, hein, ça, comme on disait tout à l'heure, c'est la méthodologie quoi, c'est trouver la méthodologie. Moi 1 milliard de fois dans un bloc-notes je me suis dit à 9h tu vas courir, à telle heure tu fais ça, tu vois, et jamais de la vie je l'ai appliqué une seule fois quoi, 0 fois, j'ai peut-être fait une fois en mode journée type genre yes vas-y, et le lendemain tu l'as parfait quoi, mais non c'est super dur. Moi ce que je fais de plus en plus c'est pas bosser chez moi aussi quoi, le plus dur c'est qu'on n'a pas de lieu de travail aussi, tu vois, ça fait partie de ces trucs là, c'est que, et du coup je vais bosser dans des cafés ou quoi, alors c'est pas ce qu'il y a de mieux, quand t'as des locaux c'est mieux, ou si tu peux squatter dans les locaux des potes qui ont une boîte ou un salon qui sert pas à quelqu'un ou quoi, c'est mieux quoi, mais diviser déjà l'espace, séparer l'espace où tu travailles et l'espace où tu te reposes, c'est hyper en plus bien je trouve quoi, de séparer les deux, ouais, c'est sain. C'est sain, ouais, tu rentres chez toi et tu dis bah maintenant c'est voilà, ce canapé là c'est pour quand je joue à la PS4, c'est pas pour quand je joue à la PS4 et quand je veux avoir des idées quoi, donc du coup d'aller dans un café, moi j'aime bien les cafés un peu là, les anti-cafés, les trucs en mode un peu coworking, on se croisera peut-être là-bas, et ouais bah ouais non franchement ça coûte très cher, mais il y a ce côté je viens travailler avec d'autres gens, donc t'as l'impression d'avoir des collègues un peu à côté, ça te met dans un mood, c'est silencieux donc c'est pas comme le pub machin, même si tu peux toujours trouver, moi je vais souvent dans des petits pubs, le truc tu trouves le petit coin qui te plaît et tu reviens un peu tous les jours, mais ouais ça ce truc là c'est pas mal parce que t'as l'impression d'avoir des collègues du coup, donc au moins tu vas travailler et il y a des gens à côté qui sont à fond, qui ont des trucs de compta, tu sais pas quoi ce qu'ils font quoi, mais ils taffent quoi, donc du coup il y a un côté vas-y moi aussi il faut que je taffe, ça met dans des bons moods quand même mine de rien, parce que c'est ça aussi le truc, c'est que t'as pas de collègues quoi, donc y a pas si t'as pas de collègues, t'as pas de deadline, tout ça devient compliqué de créer quoi. Je suis sûr que ça t'aide à te mettre dans la zone quoi, tu vois tous les gens qui travaillent autour de toi et bah ouais c'est t'avances ça. avec eux. Ouais, carrément. Et t'as plein de playlists YouTube, son de café, parce que ça te. Peut-être qu'il y a un petit bruit ambiant, ça te met dans un truc où t'es focus. Il y a 3 questions un peu rituelles qu'on a envie de poser à la fin de chaque épisode. Ouais. La première, c'est, tu vois, Valentin et moi, on aime créer des choses depuis assez longtemps, je pense. On est au tout début du chemin. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui est au début du chemin et qui a envie d'avancer dans la création, avancer dans sa créativité ?
Déjà ce que vous faites les gars c'est trop bien. Merci. C'est trop cool de faire ça, de discuter avec des gens qui ont la chance de déjà en avoir fait leur taf, ça c'est cool, et qui ont un tout petit peu d'expérience, même si je sais que je suis pas du tout expérimenté, mais je commence à avoir fait quelques petits trucs. Et en vrai c'est une trop bonne démarche que vous faites, enfin c'est d'être au contact. Moi j'ai appris en étant au contact de gens qui avaient 15 longueurs d'avance sur moi, quoi. Donc du coup d'essayer de rencontrer un maximum de créatifs, pour vous c'est la meilleure chose je pense, parce que c'est ça, c'est là que t'apprends le plus, quoi. Comme on disait tout à l'heure, il y a rien qui vaut le contact. Bon là les gens ne se rendent pas compte parce que c'est de la voix, mais là nous on est face à face, on se regarde et on se touche, on peut se toucher du doigt, voilà. Les gens ne sauront pas si on s'est vraiment touché du doigt. Et non mais tout ce qu'on se dit rentre plus facilement dans le cerveau, et c'est plus facile de le comprendre que si tu l'avais lu ou si tu avais même écouté un podcast. Alors, écouter un podcast c'est bien parce qu'il y a quand même la voix et tout, mais tout ce que vous entendez là, messieurs dames, serait plus fort si on se voyait, quoi. Et donc du coup je peux que conseiller aux gens qui veulent créer des trucs de rencontrer, aller discuter avec des créatifs. Et la plupart du temps, en plus, les gens sont ravis de parler de ça parce que ils mettent des années à trouver comment faire leur taf. Donc, parler de comment ils ont trouvé, ils vont être ravis de le faire, tu vois. Donc, et regarder aussi des interviews, ça je trouve ça très cool parce que pour le coup, tu vois la personne, ça se rapproche encore plus du coup aussi d'être en face d'elle. Ouais. Et aller vers les personnes, les créatifs qui t'intéressent, quoi. Tu vois, aller vers les créatifs moi, c'est ce que je fais, quoi. Quand j'ai un petit coup de mou ou quoi, là, tu vois, je te parlais de la masterclass de Dupieux, je l'ai regardé quelques jours, ça m'a fait un bien fou, quoi. J'ai regardé, je me suis senti connecté avec lui par moments. Et quelquefois je disais ouais je suis pas du tout comme lui là-dessus, mais t'apprends, tu découvres, quoi. Et du coup tu vas peut-être découvrir une nouvelle manière de fonctionner, un autre cerveau, et des fois tu te sens pas seul, tu te dis ah bah c'est cool, ce mec là il fonctionne exactement comme moi, quoi, tu vois. Donc ça c'est hyper bien. Et du coup faire, quoi, tu vois, faire des trucs, là ce que vous faites des trucs, c'est déjà l'essentiel en fait. Moi c'est le conseil que je donne tout le temps en premier, quoi. C'est faites en fait. C'est pas genre ouais j'avais un projet, je pensais faire ci mais c'est pas encore fait, mais machin. C'est fais-le, quoi, et reviens nous voir quand t'as fait un truc. Et même si tu vois, comme tu disais, faut faire de la merde, quoi. Enfin faut faire ses classes, quoi, tu vois. Et j'ai encore, d'ailleurs, moi je suis conscient de faire encore mes classes, et je pense que c'est un truc qui est sain, qu'il faut garder en tête, de genre on est tout le temps des amateurs, on est tout le temps, ouais, on essaye juste de faire mieux à chaque fois, quoi. On s'améliore, ça c'est bien de sentir qu'on s'améliore parce que ça fait qu'on se sent mieux, mais on est tout le temps en train de découvrir. Donc du coup commence dès maintenant à découvrir, et comme ça tu vas prendre de l'avance sur ceux qui commencent pas maintenant, en fait, quoi. Donc non, et puis ouais, discuter avec les gens comme ça, c'est ce qu'a fait Judd Apatow, hein. Judd Apatow, il a sorti un bouquin de tous ses entretiens. Il avait une école à la radio, une radio. En fait, son histoire elle est folle parce que en gros il avait un pote qui tenait une radio sur je sais plus quoi, sur du théâtre ou sur le rock, ouais c'est ça. Et du coup qui rencontrait toutes ces rockstars, et il disait putain c'est fou, du coup juste avec une pauvre radio étudiante, dès qu'il y a un concert dans la région, son pote il allait rencontrer Aerosmith ou j'en sais rien, tu vois. Et du coup il s'est dit putain je vais faire pareil avec la comédie, parce que lui s'intéressait au stand-up et tout, quoi. Et du coup il s'est mis à faire ça, et il a rencontré, mais il avait genre 14 piges, quoi, un truc comme ça. Il a rencontré Seinfeld, il a rencontré tous les plus grands du stand-up américain, et avant même de commencer à écrire des trucs, quoi, tu vois. Mais du coup il s'est imbibé de tout ce qu'il leur a dit, etc. Et après coup il a refait des petites interviews avec eux des années après, il a sorti un bouquin, et des fois c'est juste les interviews qu'il avait fait à 14 ans, quoi, juste les entretiens qu'il avait enregistrés sur son petit truc. Et je pense qu'il a appris énormément comme ça, il a pris une longueur d'avance sur les autres, il a appris des raccourcis de ouf, parce qu'il a côtoyé des gens qui lui ont donné des conseils. Clint Eastwood, si c'est un bon réal, c'est parce qu'il a discuté longtemps avec Kubrick, quoi, tu vois. Enfin, tu peux que apprendre des gens en discutant avec eux, quoi. Ouais. C'était long, hein. C'était un peu long comme réponse. C'est super intéressant. C'est une super réponse. Moi, ça me touche au fond, quoi. Autre question qu'on aime bien pour la fin, c'est quelle trace t'aimerais laisser, et qu'est-ce que tu veux un peu qu'on dise de toi dans quelques années? La vache. C'est dur. Là, ça monte un peu. On avait dit qu'on ferait un peu de philo. Ça peut être une réponse très simple, hein. Ouais, franchement, j'ai pas d'ambition de marquer l'histoire avec un grand H, quoi. Ouais. Ça serait un défi qui foutrait trop de pression et qui serait stupide, quoi. Donc je pense que c'est plus déjà d'essayer de faire marrer ou réfléchir le maximum de gens possible, d'au moins ceux qui partagent mon passage sur Terre, tu vois, ceux qui sont à peu près en même temps que moi. S'il y en a qui regardent encore ou qui tombent sur des vieux trucs 10-15 ans après que je sois mort, ça me fera marrer aussi. Je trouve ça, enfin non, du coup je pourrais plus me marrer, mais je trouverais ça cool, quoi. Mais déjà là, moi je suis un mec vachement de l'instant présent,
Et ce que je kiffe le plus, c'est quand je croise quelqu'un qui me dit merci. Tu vois, il y a des fois 2-3 phrases comme ça qui m'ont marqué. Genre un mec qui bossait la nuit à l'hôtel et qui me disait putain, je me fais chier à mourir la nuit à l'hôtel et heureusement qu'il y a vos vidéos, tu vois. Et genre ces trucs-là, moi, m'a trop touché de me dire putain, mais j'arrivais à l'imaginer lui, quoi. De me dire putain, ouais, moi pareil, à sa place, je me ferais trop chier. Et ça me fait plaisir d'être ce gars qui peut le divertir dans ces moments où c'est chiant, quoi, tu vois. Et donc ouais, moi c'est plus ça, quoi. C'est ce que j'ai envie, c'est essayer de faire passer un bon moment aux gens, que ça soit le petit truc peut-être que tu puisses mater quand ça va pas bien, ou qui te fait réfléchir sur un truc, qui va peut-être te faire relativiser sur un sujet, et essayer de moi transmettre ce que j'ai compris vaguement de ce qu'on essaie tous de faire ici là sur Terre, et d'essayer on sait pas trop, et donc on donne chacun nos petits conseils, on essaie d'être de bons conseils et de les faire rigoler, et voilà, quoi. C'est une super vision. Tu vois, simple et ouais, j'essaie de faire simple parce que ça sert à rien de trop, tu vois, marquer l'histoire, hein. C'est ce que essaie de faire Trump un peu là, non, avec son mur. Il veut qu'il y ait son nom dans les livres d'histoire, tu vois. Il est en mode vas-y, je veux absolument. Allez, tout le monde va l'oublier. Il y sera. Non, on va tous se mettre d'accord pour l'oublier. On se rappellera sûrement de toi en mieux que Trump. Mais alors, oui, je pense qu'il y a quand même plus de gens qui se souviendront de lui. Peut-être, mais c'est gentil. Il y a une dernière question qui n'est pas vraiment une question. On a décidé pour toutes les personnes qui acceptaient de venir parler avec nous, de leur faire un petit cadeau à la fin. Et on voulait savoir, est-ce que tu étais plutôt quelqu'un qui lisait des bandes dessinées ou des livres ? Alors je lis plus de bandes dessinées, ouais, parce que les livres j'ai un peu du mal, mais c'est trop gentil. Mais du coup les gens vont pas. Je vais décrire ce que tu vas décrire l'objet. Super. Donc moi j'ai préparé une bande dessinée. Peut-être que tu connais Cosey. Non, pas du tout. Qui est un très 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 bon auteur, un peu plus classique mais très très bon auteur de bande dessinée. Et donc je te lis cette BD qui s'appelle À la recherche de Peter Pan, qui est une super histoire avec des très beaux dessins qui se passent dans la montagne, où ils vont chercher un gars qui est perdu au sommet de la montagne. Trop bien. Donc voilà, j'espère qu'elle te plaira. Et... C'est super stylé, quoi. Là vous voyez pas les gens, mais c'est genre une BD de ouf. C'est très stylé. C'est pas une issue d'un comics de 10 pages, quoi. C'est genre un putain de bouquin. Ok, trop bien. Je l'avais lu la première fois, on m'avait fait ce cadeau-là et j'avais trouvé ça vraiment touchant. Donc voilà. Trop bien. Tu nous en diras des nouvelles. C'est français ? Cosey est français. Trop bien, putain, merci beaucoup, ça a vraiment de la gueule, franchement je vais lire. J'adore les BD. Avec grand plaisir, j'espère que je casse le micro, ça y est, c'est la fin. J'espère que ça cassera pas trop ta routine de création. Non, au contraire, non, ça fait partie, c'est la création. C'est bien, parfait. Ça va peut-être donner une idée, tu vois, c'est ça qui est cool. Ouais. Bah trop bien. Franchement Julien, un grand merci. Ça fait super plaisir parce que je suis sûr qu'il y a des tas de gens qui nous ont écoutés qui vont se dire t'es quelqu'un de simple et authentique, donc franchement un grand merci d'être venu. Je fais le maximum. C'est pas toujours facile ce métier des fois pour ça, on en a pas parlé, mais c'est bon, ça sera un autre podcast, mais c'est dur de rester chill dans ce métier justement, tu vois, c'est pas le même. Je lance un autre podcast là, on repart. Non mais il y a des interviews fascinantes de Gabin là-dessus où tu sens que pareil c'est le gars qui essaye de temporiser tout ça, quoi, parce que il dit c'est pas le même métier, quoi. Il dit moi je suis un artisan, je suis un comédien, c'est pas mon boulot d'aller faire des interviews, des trucs et tout ça. Ouais. Alors après là je trouve que c'est différent ce qu'on fait là parce que on parle de ma passion, enfin de mon métier, et c'est comme discuter, quelqu'un qui te pose des questions sur c'est quoi ton métier, comment ça marche, tu vois, donc ça me fait plaisir d'en parler, quoi. Mais tu vois, mais aller après faire des interviews, rencontrer des gens, tout ça, enfin, et encore plus avec YouTube où du coup ça va avec définitivement, quoi, tu vois, tu peux pas. On n'a pas encore vraiment nos Daft Punk de YouTube qui sont vraiment les gars masqués et tout. Et du coup, ça va avec. Et c'est un autre. Voilà, je fais une fin ouverte pour ce podcast. Très bien. Mais non, mais ouais, en vrai, c'est un sujet de discussion intéressant, ce truc-là de pourquoi ça va avec, quoi. Tu vois, c'est comme si c'est aussi arbitraire que si on avait décidé que tout le monde mangeait le même pain et qu'il y avait une boulangère qui était connue et que du coup, tu vois, elle devait savoir faire du pain et aussi savoir apparaître à la télé et tout, tu vois, genre, tu vois, on parlait de l'artisanat, mais c'est ça, quoi, c'est genre, ça n'a rien à voir, en fait, c'est pas notre métier, en fait, tu vois. C'est vrai. Bon, voilà, et du coup, c'est des fois difficile un peu d'essayer de rester chill et rester quelqu'un de normal, parce qu'en plus, sinon, après, t'écris des trucs qui sont qui sont bizarres, quoi. Déconnectés des gens et tout. Super. Donc, merci beaucoup. Franchement, merci. À bientôt. Merci à vous. Ciao. On voulait vous remercier énormément d'avoir écouté cet épisode. Ce podcast est un nouveau projet pour Valentin et moi, mais on a vraiment préparé des super épisodes pour la suite. Alors, si vous avez apprécié, il y a plusieurs manières de nous aider. La première, c'est de partager le podcast à un ami qui a envie de créer des choses ou qui a envie de faire des trucs, mais qui ne sait pas vraiment par où démarrer. La deuxième, c'est de nous laisser un avis sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est hyper important et c'est ce qui nous aide à faire passer le mot sur le podcast.
La troisième, je sors un livre le 23 octobre. Mercredi, dans 2 jours. Donc ça dépend à quel moment vous écoutez le podcast, mais je reprends et je parle de tous ces sujets-là, et de créativité. Ça s'appelle Expédition créative et c'est disponible sur Amazon. Et la quatrième manière de nous aider, nous avons une petite newsletter. On envoie chaque semaine des conseils ou des coulisses du podcast. Donc si vous voulez les recevoir, il y a le lien juste en bas dans la bio de l'épisode. Merci beaucoup. Et on vous dit à lundi pour l'épisode numéro 2. À bientôt.